Bonjour tout le monde, mon nom est Judith Lucier, je serai l'animatrice de cette rencontre. Bienvenue à tous. Alors, les élections municipales, comme vous le savez, auront lieu le 7 novembre prochain. La période de dépôt de mise en candidature débutera le 17 septembre pour se terminer le 1er octobre. Et les statistiques sont plutôt désolantes. Si on se renvoie aux élections des années précédentes, 9,3 % des postes de conseillers ont été remportés par des jeunes seulement aux dernières élections et 1,9 % seulement au poste de maire. Et pourtant, les jeunes constituent en 2018 27,7 % de la population en âge de voter. Une hypothèse qu'on met de l'avant pour expliquer qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes en politique municipale serait une méconnaissance du rôle d'élu municipal. Donc, la FQM a décidé d'organiser 2 tables rondes que j'aurai le plaisir d'animer pour stimuler la participation des femmes en politique municipale, on en parlera la semaine prochaine, et pour stimuler la participation des jeunes. On va essayer aujourd'hui de démystifier donc le rôle d'élu municipal et de montrer des exemples positifs de jeunes qui ont décidé de s'impliquer. Je vous les présenterai plus tard. Il y aura donc, pour commencer, une présentation d'Eugénie Losty-Goulet sur l'implication des jeunes en politique. Ensuite, on pourra discuter avec des panélistes qui ont vécu la réalité de l'implication municipale. Et il y aura ensuite une période de questions pour vous, membres du public. Donc, gardez vos questions en tête, notez-les et vous pourrez nous les indiquer, nous les poser dans le chat quand ce sera le temps. Mais en attendant, il me fait plaisir de vous présenter nos invités d'honneur, Jonathan Lapierre et Samuel Poulain, qui vont vous adresser quelques mots. Alors, Jonathan Lapierre, qui est maire des Îles-de-la-Madeleine et qui est président de la communauté maritime et deuxième vice-président du conseil d'administration de la FQM, c'était important pour lui de participer aujourd'hui à cette discussion. Alors, je vous donne la parole, M. Lapierre. Merci beaucoup, Judith. Alors, bonjour à vous tous et toutes. Ça me fait bien plaisir d'être ici aujourd'hui avec vous pour échanger, pour participer à cette table ronde là, sur la politique municipale. Donc, au nom de la Fédération québécoise des municipalités, j'ai le grand plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cette table ronde sur les jeunes et la politique municipale. Je tiens à souligner que l'événement dont nous sommes très fiers est une initiative et une invitation du Comité des jeunes élus municipaux de la FQM. Permettez-moi tout d'abord, évidemment, de remercier M. Samuel Poulain et le secrétariat à la jeunesse avec qui on a le plaisir de collaborer depuis de nombreuses années afin d'accroître, bien entendu, l'intérêt et la participation des jeunes à la vie municipale. Et oui, vous l'avez très certainement vu, entendu ou lu, il y a des élections fédérales dans l'air. Mais comme vous le savez, il y a aussi et il y aura les élections municipales qui s'en viennent pour l'automne. Donc, et on parle ici de quelques semaines. Donc, en fait, la date du scrutin est le 7 novembre prochain. D'ailleurs, la période de dépôt pour les mises en candidature va débuter le 17 septembre pour se clôturer le 1er octobre 2021. Aux dernières élections municipales, c'est 9,3 % des postes de conseillers qui ont été remportés par des jeunes et 1,9 % seulement au poste de maire. Et pourtant, les jeunes de 18 à 35 ans représentaient en 2018 près de 28 % de la population qui est en âge de voter. Il y a incontestablement un rattrapage à faire de voir nos conseils municipaux refléter la réalité de la population qui les représente. Et ça, c'est important pour nous. Il y a la parité homme-femme, bien entendu, mais aussi l'implication des jeunes, comme je viens de le mentionner. Donc, notre objectif aujourd'hui, c'est de susciter l'intérêt envers la politique municipale par des témoignages de jeunes passionnés et engagés en politique, et aussi à d'autres niveaux, avec la présence, par exemple, de M. Samuel Poulain. Nous allons discuter de ce que cela représente, être un élu, et de l'impact que l'on peut avoir sur notre communauté. Et ça, je pense que ça peut faire toute une différence dans chacune de nos communautés. Nous pensons que le rôle de l'élu est bien mal connu et bien mal compris. Donc, on a donc pris le pari de communiquer notre passion
à tout un chacun de communiquer cette passion-là et de vous la partager afin, on l'espère, que celle-ci soit contagieuse et contribue à vous convaincre de vous lancer vous aussi dans la vie municipale, dans la politique municipale. Donc, merci et bonne table ronde. Merci, M. Lapierre. J'inviterai maintenant Samuel Poulin, qui est adjoint parlementaire du premier ministre, volet jeunesse, à prendre la parole. Merci beaucoup, Mme Lucie, M. Lapierre, les membres de la FQM, les différents panélistes. Je serai court parce qu'on aura la chance de discuter dans les prochaines minutes dans le cadre du panel. Pour vous dire que pour moi, ça a été un privilège au congrès de la FQM en 2019 de présenter la section jeunesse de la FQM et de pouvoir attacher des sommes financières à ce projet-là parce que c'est important, plus de jeunes en politique. Puis il est important aussi pour notre gouvernement de faire en sorte, et au secrétariat à la jeunesse, de faire en sorte que les jeunes puissent avoir un espace pour s'exprimer à travers la FQM. Et en plus, avec ce que l'on tient aujourd'hui, puis avec les rendez-vous que l'on se donne, eh ben, on va encourager plus de jeunes à faire de la politique municipale. Et j'espère que vous pourrez, à la fin de ce panel-là, identifier peut-être vous ou des jeunes dans votre entourage qui ont le goût de se lancer en politique. C'est un rendez-vous avec l'histoire que nous avons dans les prochains jours. On ne le réalise pas toujours dans le quotidien, mais on a l'occasion de marquer les 4 prochaines années de notre municipalité et beaucoup plus même. Alors voilà, et très hâte de pouvoir échanger avec vous. Très bon choix d'ailleurs d'animatrice, Mme Lucie. Vous savez, elle vient de sortir un livre sur Lisa Froula. J'ai passé une partie de l'été à lire ce livre-là. Je ne l'ai pas terminé encore. Et Mme Lucie est une femme curieuse et j'ai très hâte de pouvoir donc répondre à ces nombreuses questions. Merci beaucoup, M. Poulin. Lisa Froula, qui est un bon exemple d'implication en politique à plusieurs paliers. D'ailleurs, ça a été une inspiration pour moi, assurément. Mais merci pour les beaux mots. Maintenant, pour mettre la table, on aura une présentation sur l'implication des jeunes en politique par Eugénie Dosti-Goulet, qui est chargée de cours et conseillère aux études supérieures à l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke. Alors, Eugénie, je vous invite à nous présenter vos données sur l'implication des jeunes en politique. Merci beaucoup, Mme Lucier. Merci à la FQM et merci à vous d'être présente pour cette table ronde qui est importante. Puis vous allez voir que dans ce que je vais vous présenter, dans cette petite présentation-là, maximum 15 minutes promis, vous allez voir à quel point ce qu'on fait aujourd'hui, c'est important. Ça fait vraiment partie du processus, mais ça fait partie de cette belle démarche pour encourager plus de jeunes à se présenter en politique ou à s'impliquer ou, dans un premier temps, à s'y intéresser. C'est la première étape, s'intéresser à ce qui se passe au niveau municipal, s'intéresser à ce qui se passe autour de nous, dans notre municipalité, dans notre communauté. C'est la première étape, l'intérêt, avant évidemment une implication en plus grand engagement. Donc, c'est ce que je vais vous présenter un petit peu aujourd'hui. Je vous présente rien de polémique, évidemment, là, ça sera très je ne pense pas que je vais vous dire quoi que ce soit, vous allez tomber en votre chaise non plus et vous allez probablement avoir envie, plusieurs personnes, de dire « mais c'est très incomplet, il y aurait beaucoup d'autres choses à ajouter, évidemment ». Donc, en 15 minutes, on ne fait pas le tour, mais ce que je veux vous dire, c'est si, après ça, les personnes qui vont présenter lors de la table ronde, j'ai envie de vous entendre réagir à ce que je vais avoir dit, bien sûr, mais n'hésitez pas s'il y a d'autres éléments qui vont vous parler encore plus puis que je n'aurais pas mentionné. Ce que je vais vous présenter là, c'est pour moi les éléments qui ressortent le plus. Il y en aurait tellement d'autres. Parce que ce que je vais vous présenter, c'est entre autres les défis de l'implication des jeunes en politique et pourquoi est-ce que c'est si important qu'ils le fassent quand même. Et donc, on ne peut pas faire le tour de tous ces défis et de toutes ces raisons, mais je pense que je vais vous présenter des éléments auxquels vous allez accrocher. Que bien sûr, la théorie rejoint très souvent la pratique, heureusement. Et donc, c'est ce qu'on va voir. Premier élément, de qui on parle exactement? C'est ça, pour moi, c'est un point super important parce qu'on dit les jeunes. Et c'est un terme qui est un petit peu, qui est employé à toutes les sauces. Les jeunes, on dit, maintenant, on précise, 18 à 35 ans. Mais encore là, c'est tellement vaste, ça veut dire tellement de choses. Les jeunes ont tous des trajectoires différentes, ils sont à des moments de leur vie qui sont loin d'être les mêmes. Et ça, évidemment, ça a un impact sur leur intérêt, ça a un impact sur leur implication. Tout le monde n'est pas passé par les mêmes étapes
On pense à des jeunes qui vont vivre dans un environnement plus politisé au départ, qui déjà dans leur enfance, au courant de leur vie, vont entendre leurs parents, leurs grands frères, grandes sœurs, les gens autour d'eux, des bons amis qui s'impliquent, qui s'intéressent à la politique, qui vont en parler, et encore plus au niveau municipal, qui vont dire, qui vont écouter les nouvelles de ce qui se passe dans leur ville, pas seulement ce qui se passe au niveau du Québec, du Canada, mais qui vont vraiment s'intéresser à la dynamique au niveau de la ville, de la municipalité. Et ça, ce n'est pas tout le monde qui grandit dans ce milieu-là. Et juste ça, ça a un impact sur la suite des choses. Le fait aussi qu'on ne soit pas tous au même moment de notre vie. Imaginez la tranche d'âge 18-35 ans, à quel point c'est vaste. Des jeunes là-dedans qui sont encore aux études versus ceux qui sont déjà sur le marché du travail ou ceux qui sont dans un entre-deux, qui ont décidé de prendre une année off pour aller voir d'autres choses, pour essayer, qui ne savent pas exactement, est-ce qu'ils vont retourner aux études après, est-ce qu'ils vont plutôt continuer sur le marché du travail, est-ce qu'ils ont envie de voyager même. On en parle moins de voyager, mais on peut encore voyager. Certains jeunes, présentement, décident de prendre une année pour voyager malgré tout. Et donc, juste ça, ça a un impact. Est-ce qu'on a déjà nous-mêmes des enfants? À 35 ans, on n'a pas les mêmes considérations qu'à 18. Si, par exemple, on a des enfants qui ont 15 ans, ce n'est pas les mêmes enjeux non plus. Où est-ce qu'on en est dans le monde du travail? Est-ce qu'on vient d'obtenir un premier emploi et donc on sent qu'on doit mettre les bouchées doubles, qu'on s'investit à fond dans cet emploi-là parce que c'est très demandant pour nous? Ou est-ce que ça fait déjà, on a bien enclenché notre carrière ou au contraire, on ne l'a pas encore enclenché et on se dit, tiens, ça serait comme un bon départ. Donc, vous voyez que ce moment-là de notre vie a un impact sur notre intérêt, notre motivation, le temps, notre niveau d'engagement, notre volonté d'embarquer en politique. Donc, c'est pour ça qu'il faut prendre en compte ce moment-là où on est dans la vie. Il faut réaliser qu'évidemment que ça va avoir un impact après sur l'intérêt des jeunes, leur volonté et aussi les accommodements, d'une certaine façon, qu'on peut penser pour eux, mais aussi la façon d'aller les rejoindre, la façon d'aller les chercher et de leur dire « Viens donc faire de la politique avec nous, ça va être le fun. » On ne va pas s'adresser de la même façon à des jeunes selon le moment où ils sont dans leur vie, selon la trajectoire qu'ils ont eue, selon toutes sortes de choses. Parlons de quelques défis, donc justement, qui se posent en lien avec cette implication-là qu'on a envie d'aller chercher chez des jeunes en politique municipale. Le premier, celui dont on parle assurément presque le plus, là, celui qui est vraiment sur la table le plus souvent, c'est le temps. Bien sûr, le temps, parce que, et ça, le temps, là, c'est un défi, peu importe où on en est dans notre moment de vie presque. Est-ce qu'on est encore aux études? Les études, c'est l'équivalent d'un emploi à temps partiel dans certains cas, mais donc, on s'investit beaucoup dans nos études. Parfois, même, on a des études qui ne nous permettent pas d'avoir un emploi à côté. Donc, la politique municipale, là, dans certains cas, c'est plus qu'un emploi à temps partiel, là. Donc, imaginez de mettre ensemble des études très demandantes avec un emploi qui peut demander beaucoup d'heures, particulièrement au début quand on s'approprie les dossiers. Des fois, ce n'est pas évident. Donc, il y a ce défi-là du temps de est-ce qu'on est prêt est-ce qu'on a déjà des études qui nous permettent de faire ça? Est-ce qu'on est prêt à faire une pause dans nos études ou à diminuer un peu le temps qu'on y passe pour pouvoir s'impliquer en politique municipale? Déjà, ça, c'est un enjeu. Si on a un travail, tantôt on parlait d'un premier emploi, mais même au début de notre carrière, le temps qu'on met sur notre travail est extrêmement demandant et c'est vraiment dans pas toutes les municipalités du Québec qu'on peut être rémunéré pour un emploi à temps plein quand on travaille en politique municipale, quand on s'implique comme conseiller, comme conseillère. Donc, il y a ce défi-là de dire, mais on doit vivre, hein, on doit apporter de l'argent pour pouvoir faire sa vie. Et donc, le rôle de conseiller et de conseillère ne nous permet pas toujours de faire ça à temps plein. Donc, on doit avoir un travail souvent à côté. Est-ce que notre travail nous permet de faire cette implication-là? C'est une implication demandante et donc, ça peut être un défi important pour certaines personnes. Donc, selon le type d'emploi qu'on occupe, selon où on est dans notre carrière, est-ce qu'on est prêt à faire une pause dans notre carrière pour justement se lancer en politique? Ce n'est pas tout le monde qui est prêt à faire ça. Il y a un défi important ici dans le recrutement. Et enfin, les jeunes enfants. Les jeunes enfants qui sont évidemment un défi en tout temps.
ceci dit, souvent, on associe les jeunes enfants au défi de recruter des femmes plutôt que des hommes. Et c'est très intéressant. Il y a quelques années, j'avais fait une étude justement pour la FQM sur les défis différenciés entre les hommes et les femmes. Et une des caractéristiques qui ressortait, c'est que le fait d'avoir des jeunes enfants, évidemment, c'est un défi immense pour les femmes, mais pour les jeunes, donc ici, hommes et femmes, les jeunes hommes rattrapaient souvent les jeunes femmes dans l'importance de ce défi-là. Parce que des enfants, c'est prenant et c'est souvent sur des heures où des réunions au conseil municipal peuvent avoir lieu. Et donc, il y a un défi d'accommodement ici qui devient extrêmement important à avoir pour pouvoir se lancer, à moins que dans la façon dont notre ménage fonctionne, peut-être que cet accommodement-là se fait naturellement. Il y a toutes sortes de... Tu sais, tantôt on parlait, c'est pas tout le monde qui a les mêmes trajectoires, c'est pas tout le monde qui a les mêmes moments de vie, mais peut-être qu'on a aussi une dynamique familiale qui nous permet plus ça dans certains cas que d'autres. Mais c'est un défi extrêmement important, donc les jeunes enfants. Donc, ces 3 défis-là qui sont liés au temps qu'on est prêt à mettre, qu'on a la possibilité de mettre sur l'implication, c'est à ne pas négliger. Le sentiment d'appartenance est un défi aussi assez important chez les jeunes. Et là, il se pose de 2 façons. Il est particulièrement important dans les plus grandes villes. Dans les villes où il y a notamment des lieux d'éducation où les jeunes vont se déplacer donc, dans ces villes-là pour aller étudier ou pour aller chercher un nouvel emploi. Ils sont nouvellement arrivés dans une ville. C'est quoi leur sentiment d'appartenance à cette ville-là? Il est plutôt faible. Ça prend quelques années. Il faut s'acclimater à une nouvelle ville, il faut découvrir la ville, il faut aimer la ville pour avoir envie de s'y impliquer, de la représenter. Donc, quand on vient d'arriver dans une municipalité, qu'on connaît plus ou moins les gens, plus ou moins la place, c'est rare qu'on va s'impliquer en politique municipale, que ça va être notre premier réflexe d'aller faire de la politique municipale. Donc, il y a ce sentiment d'appartenance à développer. Sentiment d'appartenance qui peut avoir parfois l'effet inverse dans les plus petites municipalités où justement, quand les jeunes restent là, donc vous voyez que le défi est inverse, mais pas tout à fait. Donc, quand les jeunes restent là, ils sont là depuis longtemps, ils sont bien impliqués, ils connaissent encore plus les gens de la municipalité. Et le défi ici, vous l'aurez compris, du sentiment d'appartenance, c'est de garder justement ces jeunes-là et qu'ils ne se déplacent pas vers d'autres municipalités pour les études, pour le travail, pour la famille ou autre. Donc, il y a un défi ici au niveau de cette appartenance-là à notre milieu de vie. Troisième défi dont je voulais vous parler avant de passer à pourquoi il faut quand même mettre les efforts pour ce défi-là, cette impression de ne pas en connaître assez, d'être trop jeune dans notre vie, d'être encore trop au début, de ne pas avoir vu assez de choses pour se dire qu'on a assez de bagages pour se lancer en politique municipale. En fait, évidemment, on n'a pas les connaissances, les compétences, on n'a pas vu tout le bagage des personnes qui sont plus âgées, qui ont un historique. Vous savez, quand on a vécu un événement, on a l'impression d'être beaucoup plus compétent pour en parler après. Donc, c'est sûr que quand on est plus jeune, on n'a pas encore ce bagage-là et ça peut être une barrière pour plusieurs. Ça peut être une barrière qu'on se met soi-même, surtout. Donc, ce n'est pas nécessairement d'autres qui nous disent « Oh, vous êtes beaucoup trop jeune pour vous lancer en politique ». Parfois, c'est une barrière personnelle, donc un défi qu'on s'ajoute sur la pile des défis qui existent déjà. Donc, on s'ajoute ce défi-là de cette impression de ne pas être à la hauteur pour se lancer dans cette grande aventure-là. Donc, je vous ai parlé de 3 grands défis. Évidemment, je vous parle des façons dont on peut diminuer l'impact de ces défis-là. Et je le fais à l'envers, je le fais à partir du dernier qui a été mentionné. Le sentiment d'appartenance, non, ce n'est pas le dernier que je mentionnais, je vous parlais du sentiment de compétence qui est vraiment quelque chose qu'on se met soi-même. Donc, je vous dis, on se le met soi-même, mais justement, parce qu'on se le met soi-même, il faut être prêt à réaliser que les personnes qui ont plus de 35 ans, qui se lancent en politique, n'ont jamais non plus fait de politique dans leur vie. Donc, souvent, quand on se lance pour la première fois en politique municipale, qu'on ait 50 ans ou qu'on en ait 20, c'est la première fois qu'on fait de la politique municipale. Donc, ces défis-là de s'approprier les dossiers, de comprendre le système, comprendre comment ça fonctionne à la municipalité, savoir à qui parler, de quelle façon,
Tout le monde doit le faire. Peu importe qu'on ait 20 ou 50 ans, il faut passer cette étape-là. Et donc, ce n'est pas parce qu'on est plus jeune qu'on va avoir plus de difficultés à s'acclimater, à comprendre les dossiers, à se mettre dedans et à y travailler. Donc, c'est quelque chose qu'on doit vraiment, pour ce défi-là, on doit travailler sur soi-même, bien sûr. On peut être aidé, par exemple. On peut être aidé et des activités comme celles qu'on a aujourd'hui peuvent vraiment aider parce que le mentorat, parce que d'entendre d'autres jeunes qui nous disent comment ça s'est passé pour eux, parce qu'avoir des gens dans la municipalité, des élus qui sont là depuis plusieurs années, qui disent « Hey, je vais t'aider, je vais te donner un coup de main si tu t'embarques parce que je vais te montrer comment c'est pas si pire que ça puis qu'on peut apprendre assez rapidement. » Quand on a ça, ça donne un méchant bon coup de main. Donc, ce mentorat-là est vraiment très aidant et peut aider à passer par-dessus. Donc, ce défi-là de l'impression de ne pas être à la hauteur pour faire la tâche. Le sentiment d'appartenance, le voir comme la façon dont il faut le tourner, c'est le voir comme un atout plutôt comme un défi. C'est-à-dire que cette nouvelle, par exemple, cette nouvelle municipalité-là dans laquelle les jeunes viennent d'arriver, on veut leur donner le goût qu'ils restent là. Surtout quand on est une municipalité d'accueil pour les études, on veut que les jeunes restent après, on ne veut pas qu'ils s'en aillent. Donc, il y a ce défi-là de faire en sorte que les jeunes ne soient pas que de passage, qu'ils s'investissent, qu'ils décident de vraiment habiter la ville, vivre la ville, vivre le quartier. Et de plus en plus, on le voit dans des municipalités, la recrudescence de, ne serait-ce que les marchés publics, des lieux où il y a de la vie, qu'il y a de l'action, qui peut donner le goût aux jeunes de s'impliquer, d'aller voir un peu ce qui se passe. Surtout, là, ça marche particulièrement bien, entre autres quand ils ont des jeunes enfants, d'avoir le goût de participer à des activités sociales qui se passent dans la ville. Ça, c'est un excellent moteur pour ce sentiment d'appartenance-là et avoir envie de rester, de s'impliquer, de se mobiliser pour une municipalité dans laquelle on vient d'arriver, qu'on découvre ou alors où on pense être de passage et finalement, on décide de s'y installer. Donc, c'est loin d'être un défi insurmontable. Finalement, le temps de travail, juste le temps pour ce travail-là de conseiller, de conseillère, on en a parlé. S'il y a quelque chose dont on parle beaucoup, c'est bien de ces mesures-là d'accommodement, c'est-à-dire à quel moment on fait les rencontres. Est-ce que ce sera dans la journée alors que les gens ont un emploi? Est-ce que c'est le soir, mais il y a des jeunes enfants? Donc, c'est un immense défi. C'est un défi qui se fait en équipe. Il y a plusieurs municipalités qui ont trouvé des solutions, qui sont capables d'avoir des moments où les jeunes seront présents, ne serait-ce que d'avoir parfois la possibilité d'une halte garderie quand on a des jeunes enfants. Donc, il y a des façons de faire. Quel type de dossier on va leur donner? Est-ce que c'est des dossiers pour lesquels, est-ce qu'on va s'attendre à ce qu'ils travaillent 40 heures semaine sur ces dossiers-là alors qu'ils ont un emploi à temps plein à côté ou qu'ils ont une jeune famille et que le travail ne nécessite pas nécessairement qu'ils en fassent 40, mais que c'est ça la culture. Donc, un changement de culture parfois peut être aussi nécessaire pour permettre aux jeunes de mieux s'impliquer, de rester au-delà du premier mandat, pas être essoufflé après simplement le premier mandat et dire je débarque, je ne suis plus capable. Donc, en conclusion de tout ça, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi est-ce qu'on veut avoir des jeunes en politique municipale? Pour la municipalité, premièrement, on veut que les jeunes se sentent bien dans leur ville, dans leur village, en municipalité, qu'ils aient envie d'y rester, d'y revenir, d'y venir. Donc, avoir des jeunes sur le conseil, c'est une belle façon d'avoir des nouvelles idées, justement, pour engager les jeunes dans la municipalité. Pour les citoyens en général aussi, parce que dans une démocratie, évidemment, on veut de la variété. On veut des discussions qui vont faire ressortir les meilleures idées pour tout le monde, pour l'ensemble des citoyens, pour que tout le monde sente qu'il ait le sentiment d'être représenté, que tout le monde ait ce sentiment-là d'être représenté. Ça nous prend de la diversité sur les conseils, bien sûr. Et pour les jeunes eux-mêmes, parce que c'est un moment fantastique de la vie pour expérimenter toutes sortes de choses. Dans notre parcours, ça peut être super important, ça peut être un atout extraordinaire dans notre vie en termes de développement, de connaissances et de compétences qu'on va chercher. Parfois parce que ça nous prend un petit entre-deux pour aller chercher je sais pas, juste des contacts de plus ou des connaissances de plus ou juste pour se dire « Ah, c'est ça que j'ai envie de faire dans la vie, j'essaie ça, je me lance, voir. » On n'est pas obligé de s'embarquer pour 16 ans, on peut le faire pour 4 ans, voir si on aime ça, on continue. Ce n'est pas un mandat à vie qu'on signe. Et parce que des fois, on a juste envie de connaître plus de gens, de faire du social. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise raison de se lancer en politique municipale. On le fait aussi pour soi. Si on n'a pas de plaisir, il ne faut pas le faire. Donc, on le fait parce qu'on a le goût, on le fait parce qu'on sent qu'on va avoir du plaisir à le faire. Peut-être qu'il y a des gens autour avec qui on a envie de travailler puis de se lancer dans cette aventure-là. Peut-être qu'on a envie de développer des compétences ou des connaissances liées au milieu municipal. Peut-être que c'est parce qu'on veut juste donner à notre municipalité, parce qu'on l'aime. Toutes les raisons sont bonnes pour se lancer en politique municipale.
Merci. Merci beaucoup, Eugénie. Je pense que ça met très bien la table. Ça donne même envie de se lancer parce qu'on comprend bien qu'il y a des défis, mais il y a également des pistes de solutions. Alors, j'ai très hâte de savoir qu'est-ce que nos panélistes ont pensé de votre présentation. Je vais vous les présenter à l'instant. Bien, nous avons Samuel Poulain qui a parlé plus tôt et Jonathan Lapierre, maire des Îles-de-la-Madeleine, qui sont dans le panel. Il y a également Mélanie Clavet, qui est mairesse de la municipalité de Petite-Vallée, très populaire pendant l'été précisément. Luc Destaler, qui est maire de Notre-Dame-du-Mont-Carmel. Émilie Roberge, conseillère à la municipalité d'East Brockton. Et Patrick Tanguay-Dumas, directeur général par intérim de la ville de Témiscamingue, qui a également eu un rôle d'élu dans son parcours, donc il pourra nous en faire part. Mais pour commencer, j'aurais envie de donner la parole à Émilie, pour savoir qu'est-ce que vous avez pensé de la présentation d'Eugénie. Est-ce que c'est des éléments dans lesquels vous vous êtes reconnus? Est-ce qu'il y a des défis que vous avez rencontrés, des défis qu'elle a présentés que vous avez rencontrés vous-même et que vous avez su surmonter? Ben oui, ça me rejoint énormément ce que Mme Eugénie parlait. Moi, ben, ça fait depuis 2009 que je suis conseillère municipale, donc j'ai débuté à 20 ans et c'était pour un retour en région. Donc, moi, le rôle de conseillère municipale, je l'ai eu dans 2 localités, donc pour la municipalité d'Irlande et pour la municipalité d'East Broughton, tous les deux dans la MRC des Appalaches. Et puis, moi, ce que je peux dire aux jeunes, c'est que cette opportunité-là de devenir conseillère municipale, ça a permis un tremplin au niveau de ma carrière. Je terminais mes études et ça m'a permis justement, ben oui, je revenais chez mes parents, mais aussi de m'impliquer dans ma communauté, dans ma MRC et de m'aider à me bâtir justement un réseau de contacts. Puis, c'est vrai qu'à 20 ans, je me disais, mais mon Dieu, j'ai pas de connaissances au niveau urbanisme, voirie, mais j'avais un bagage en loisirs parce que j'ai fait cette technique-là. Fait il y a des choses que ça... Oui, ce que Mme Eugénie disait, on se dit, mais on n'a pas d'expérience, mais on en a dans certains domaines, puis le monde municipal, c'est tellement large qu'on en apprend aussi, comme dans la vie, dans n'importe quel emploi, quand on débute, puis qu'on va faire l'entrevue, puis qu'après, on est sélectionné. On a de l'apprentissage sur le tas, comme on dit, qui se fait, puis c'est super. Fait que moi, je dirais aux jeunes de ne pas s'arrêter à ça. S'ils ont la volonté et le goût de se lancer, par la suite, ils vont avoir des formations, ils vont avoir plein d'événements, ils vont apprendre, puis c'est comme ça la vie, peu importe qu'on soit jeune ou plus âgé, là. Merci beaucoup, Émilie. J'ai envie de donner la parole à Luc Destaler. Vous, ça fait quelques mandats déjà que vous avez remplis en politique municipale. J'imagine que ça vous a rappelé des souvenirs. Oui, effectivement. Donc, moi, élu pour la première fois en 2005, ça fait donc déjà 4 mandats, 2 mandats comme conseiller, 2 mandats comme maire. Ça me rejoint à plusieurs points et je suis persuadé que ça a au moins rassuré ou éclairé, mais même rassuré beaucoup de jeunes, une belle présentation. On parle des fois d'un premier emploi. Souvent, on va quand même nous demander certaines qualifications. Vous remarquerez que j'espère que vous allez aller chercher le formulaire de mise en candidature, mais on ne vous en demandera pas de diplôme, on ne vous demandera pas de qualification. Donc, on demande ça dans tout poste élu. Ce n'est pas nécessaire. Fait que déjà là, en partant, il faut se dire, bien, j'en ai pas de besoin. Et on a tous à 18, 20, 30, 40, 50 ans déjà un certain bagage. Et je pense que ce que les jeunes peuvent nous apporter en politique, c'est, premièrement, c'est une vision, c'est des projets d'avenir qui va être différente. Pour moi, on en reparlera plus tard, mais pour moi, l'importance d'avoir un conseil municipal qui est représentatif de la population, c'est très, très, très important. Fait que dans notre population, on a des jeunes, des moins jeunes, des femmes, des professionnels, des gens qui sont en affaires, etc. Donc, c'est important. Puis bon, on l'a dit, je ne veux pas répéter les statistiques, mais que cette catégorie-là est sous-représentée. Donc, il ne faut pas s'arrêter au fait qu'on a peu ou pas d'expérience. On en a assurément.
Et puis, je ne sais pas, mais on a parlé des problématiques. Là, j'ai retenu quand même assez bien. Là, on a parlé de temps, d'argent et d'enfants. Ben, je pense à la base, c'est que comme conseiller municipal, puis bon, je le dis, je pense pour moi, il y a beaucoup, surtout quand on est peut-être plus jeune, passer par le poste de conseiller. En tout cas, pour moi, ça a été salutaire. Donc, c'est un petit conseil que je me permets en passant, mais c'est dans les petites municipalités. C'est quand même pas un poste là, qui va demander 50 heures par semaine de travail. Donc, je pense que chaque conseil peut s'adapter. Et puis, même moi, aux dernières élections, j'avais pour parler, ce n'est pas toujours des jeunes, j'avais un presque retraité qui hésitait parce qu'il restait 1 an à peu près à travailler. Je me disais, non, on va vivre avec ta dernière année, puis on changera après. Donc, je pense que les conseils peuvent facilement s'adapter. Et puis, c'est quelque chose là, qui se jumelle bien, pas facilement. Avec l'autre travail souvent et aussi la vie de famille. Encore là, je pense que ça prend là, une bonne communication au sein de la famille là, pour s'assurer de tout mettre les pièces en place. Mais c'est ça, une belle présentation et je suis certain là, que vous pouvez vous fier sur ce qui a été dit là. Moi, j'en suis bien d'accord. Merci beaucoup, Luc Dostaler. Patrick Tanguay-Dumas, est-ce que vous êtes reconnu dans la présentation d'Eugénie Dostigoulet? Est-ce que c'est des réalités que vous avez vécues, des défis auxquels vous avez eu à faire face? Ah oui, certainement. Je me suis reconnu dans plusieurs sphères de sa présentation. Puis, ce qui m'a surtout, ce qui a attiré mon attention, c'est le sentiment de compétence. C'est vrai que ce qu'elle disait, la première fois que tu te lances en politique, que tu as 18 ans ou que tu as 50 ans, souvent, la méconnaissance du milieu politique est la même pour n'importe quel âge. Fait que surtout de ne pas hésiter. Parce que moi, juste pour éviter, pour expliquer un peu mon background, je viens du domaine de la construction. Je suis charpentier menuisier de profession. J'ai exercé mon métier pendant 10 ans. Et puis, ben, c'est cliché un peu, là, ce que je veux dire, mais quand tu veux et que tu es prêt à apprendre, ben, tu ne sais jamais où l'avenir va t'amener. Parce que j'ai commencé ma carrière en 2008. En 2013, les élections, j'avais passé proche de me présenter. J'ai dit, ah non, j'ai pas le temps. En 2017, j'ai fait le saut. J'ai adoré le monde politique. C'est une super belle école. Tu apprends, puis le côté mentorat aussi est super important. Quand tu as un ratio de plus vieux conseillers avec des plus nouveaux, puis tu poses des questions, tu sais, eux, c'est normal, ils vont te voir. Si tu es curieux et tu es prêt à apprendre, ils ne vont pas hésiter à t'aider, que ce soit le maire, que ce soit les conseillers, que ce soit les fonctionnaires aussi qui travaillent pour la municipalité, ou aussi, là, quand ils voient la relève, ils sont prêts à aider. Fait que ça pour dire que j'ai tellement adoré ça, j'ai tellement posé de questions qu'en 2020, j'ai décidé de. Ben, j'ai vu qu'il y avait un poste qui s'était offert dans ma municipalité. Il a fallu que je quitte le monde municipal. J'ai appliqué dessus. Puis là, je suis devenu le directeur général par intérim. Tout ça pour dire que dans une période de 13 ans, j'ai passé de charpentier menuisier à directeur général, juste par l'école de la vie, là, en posant des questions. Fait, c'est super beau. C'est une belle expérience. Merci beaucoup, Patrick. Effectivement, j'imagine que c'est un milieu où les gens sont très enthousiastes de vous partager leurs connaissances. J'ai envie d'avoir votre avis sur le sujet, Mélanie, en tant que vous faites partie du 1,9 % des mairesses, des jeunes maires et mairesses élus. Vous, est-ce que c'est des défis que vous avez rencontrés dans votre parcours? Moi, j'ai souri tout le long du topo. Je trouve que Mme Eugénie, et c'était parfait ce qu'elle a proposé, mais en même temps, c'était pas non plus pour faire peur. C'était super réaliste, puis on peut virer ça en positif. Juste pour faire un parallèle avec ce que Patrick vient de dire, moi, c'est sûr que j'ai eu une enfance politisée. Mon père a été 30 ans dans le milieu municipal. Il a commencé comme conseiller. Par la suite, il a été maire pendant 25 ans et il a été préfet pendant 14 ans. Donc, tout ce parcours-là, comme Patrick disait, pour un travailleur forestier jadis.
Donc, c'est vrai qu'on peut apprendre vraiment, peu importe le métier. Moi, c'est sûr qu'au niveau de la scolarité, je suis allée chercher un parcours plus au niveau des communications, mais j'ai baigné dans la politique toute ma vie de par justement mon père. Et le mot qu'Eugénie a utilisé, le sentiment d'appartenance. Ça, c'est vraiment le mot qui est venu me rejoindre parce que moi, j'ai une petite municipalité. Je ne peux pas travailler que pour la municipalité. J'ai une autre job à temps plein et c'est vraiment ça qui nous force à être dans l'action. Moi, ce que je dis aux jeunes de mon coin et ce que je dis comme message aux jeunes qui nous écoutent aujourd'hui, c'est pourquoi ne pas essayer d'être dans l'action plutôt qu'être dans la critique de ce qui se passe. Donc, à ce moment-là, quand on se dit il y a des choses que je changerais, il y a des choses qui pourraient évoluer, ben, je pense qu'à ce moment-là, on doit se dire pourquoi ne pas être dans l'action et faire changer ces choses-là. Donc, moi, je suis pour les conseils municipaux avec une variété de femmes, d'hommes, de jeunes et de pré-retraités, retraités. C'est le mélange parfait pour l'avenir d'un village. Bien entendu, j'ai 38 ans, je suis mère monoparentale d'un adolescent de 15 ans, ce qui me rejoint aussi au niveau du temps et du travail. Mais ce que je peux vous dire pour vous rassurer, c'est que moi, j'ai été un enfant justement que son père a été en politique et j'ai toujours été fière de ça. Et mon garçon m'appuie à 100% dans ça également. Donc, à ce moment-là, c'est d'en discuter avec eux, de leur montrer ce qu'on fait sur le terrain, de même les faire participer à ça, parce que moi, je suis entrée comme conseillère en m'occupant de la politique familiale du milieu. Donc, à ce moment-là, on a à aller chercher le pouls des jeunes, de savoir qu'est-ce qu'ils veulent pour leur municipalité. Et c'est déjà en bas âge, primaire, secondaire, qu'on est capable d'allumer des petits feux, de faire briller des étoiles dans les yeux pour que plus tard, 18, 20, 25, ils puissent avoir un intérêt par rapport à ça. Et la dernière chose que je voudrais mentionner, c'est qu'on en a eu pour apprendre beaucoup dans les 2 dernières années, c'est qu'on a changé les méthodes de faire pour être capable de pouvoir aller en politique. Je parle entre autres du télétravail et des horaires variables. Donc, à ce moment-là, c'est facile d'utiliser maintenant. Les gens l'ont utilisé dans les 2 dernières années, donc c'est un plus-value pour se lancer en politique au niveau des personnes plus jeunes qui ont un travail à temps plein. Pourquoi je dis ça? C'est qu'avant, l'ancienne méthode, c'était peut-être que le maire faisait du bureau le vendredi après-midi, le lundi en soirée. Maintenant, on peut aller sur rendez-vous, on peut faire des rencontres avec Zoom, on peut faire du télétravail, on peut avoir un horaire variable parce qu'on l'a appris encore plus dans les 2 dernières années. Donc, à ce moment-là, je me dis, il n'y a plus de raison, il n'y a que des solutions et quand on a un sentiment d'appartenance, qu'on veut faire changer les choses et être dans l'action, ben moi, j'invite tout le monde, tous les jeunes qui nous écoutent aujourd'hui, à foncer et à essayer d'être dans l'action. Oups, excusez-moi, j'ai mal cliqué mon micro. Merci beaucoup, Mélanie. C'est fou d'entendre des fois les avantages ou les avancées auxquelles la pandémie a donné lieu. Bon, on va les prendre. Samuel Poulain, j'ai envie de vous demander s'il y a des choses qui ressemblent à ce qu'on voit dans la politique ou à différents paliers, comme au provincial. Est-ce que c'est des défis qui se ressemblent? Oui, d'abord, merci, Madame Dosti-Goulet, pour votre présentation. Et moi, je vous dirais que la politique, je pense d'abord et avant tout, il y a un peu quelque chose d'irrationnel, parce que ça doit d'abord venir de la passion qu'on a. Puis, si on s'implique comme conseiller ou comme député que je suis, ça doit venir du ventre d'abord et avant tout. Alors, je comprends les calculs familiaux, puis on a beau être les plus rationnels du monde, à un moment donné, dans une décision de se lancer en politique ou pas, il faut que ça vienne du ventre, il faut qu'on le sent. Même si on a une famille, même si on sait que ça va être difficile, même si les agendas vont être difficiles, c'est d'abord une histoire de passion, puis une affaire de passion. Puis moi, je dis souvent, si tu veux venir en politique, il y a 2 choses que tu dois aimer. D'abord, les gens. Ça, c'est hyper important. Et aimer les problèmes.
parce on résout des problèmes. Mais il faut aimer ça. Il ne faut pas qu'à chaque fois qu'on débarque sur notre bureau, là, je vois M. Tanguy-Dumas avec plein de problèmes sur son bureau. Il doit aimer ça. On doit aimer les problèmes. Quand mon attaché politique vient me voir, puis Dieu sait qu'il y a des enjeux avec la pandémie, on doit aimer ça. Alors, ça doit venir du ventre d'abord et avant tout, au-delà du calcul, parce que quand nos familles ou nos proches voient qu'on est heureux, ils vont nous suivre, ils vont embarquer, puis ils vont nous supporter là-dedans. Alors, je pense, si je peux ajouter à la réflexion, puis Mme de Stigoulet l'a bien dit, il y a plein de bonnes raisons de se lancer en politique municipale. Moi, je pense d'abord et avant tout, ça doit venir de la passion, ça doit venir du ventre, et c'est là qu'on a le goût, je pense, d'avancer. Puis, les irritants deviennent moins pires lorsqu'on est passionné. Merci beaucoup, M. Poulain. J'aimerais passer à un autre volet de notre table ronde. En fait, un des défis également que Mme de Stigoulet n'a pas nommé, mais qu'on a nommé en début de séance, c'est la méconnaissance un peu du rôle d'élu municipal. Et vous êtes les mieux placés là, pour nous faire, pour démystifier ça, pour nous donner un aperçu de ça, à quoi ça ressemble, parce que si vous êtes comme moi, puis vous n'êtes pas nécessairement impliqué en politique municipale, vous avez des idées peut-être préconçues de ça, en quoi ça consiste, les égouts, la voirie, le jour des poubelles. Bon, ça, c'est pour résumer grossièrement. Alors, je vous choque un petit peu là, pour vous inviter à me dire que c'est beaucoup plus passionnant que ça. Et j'aimerais donner la parole, pour commencer, à Jonathan Lapierre, parce que je sais qu'il est déjà un passionné très, très vendeur là, de la politique municipale. Oui, mais merci beaucoup. En effet, je pense que moi, juste pour revenir en arrière 5 secondes, moi, je suis entièrement d'accord avec Samuel Poulain. D'abord et avant tout, pour faire de la politique, il faut que ça vienne du ventre. Je pense que l'expression qu'il a utilisée est très à propos. Si on a ces papillons-là à l'intérieur de nous, le reste va s'arranger. Il faut faire confiance, évidemment, à l'univers, puis il faut se faire confiance aussi. Ceci étant dit, moi, je pense qu'il y a encore, malheureusement, une méconnaissance du rôle de l'élu municipal plus particulièrement, que ce soit conseiller municipal, que ce soit un maire, un préfet, dans une MRC ou dans une municipalité. Le rôle n'est plus seulement de donner de l'aqueduc, de l'égout, puis faire des routes, paver des routes. Moi, je vous dirais que chez nous, aux Îles-de-la-Madeleine, puis de façon générale, depuis que je suis en politique municipale, en fait, ça fait depuis 2005, j'avais 26 ans à l'époque, je m'intéresse très peu à l'aqueduc, l'égout, les routes. Oui, il faut s'en préoccuper, évidemment, c'est des enjeux très de terrain, mais on a des équipes techniques qui se spécialisent dans ces domaines-là. Donc, moi, je ne suis pas ingénieur de formation. Donc, moi, la conception des réseaux d'aqueduc, on confie ça à des spécialistes. Par exemple, lorsqu'on parle de planification territoriale, lorsqu'on parle de planifier du développement résidentiel qui va nécessiter des réseaux d'aqueduc, des réseaux d'égouts, des routes, là, je suis là à la discussion et là, ça m'interpelle et là, je trouve ça stimulant. Lorsqu'on parle de développement, par exemple, régional, local, développement économique, stimuler un milieu sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan communautaire, culturel, ça, c'est le rôle de l'élu, d'être un visionnaire, d'être un leader, d'être celui qui va dire à sa communauté, OK, gang, on va de l'avant. Oui, il y a des embûches. Oui, il y a des jours moins faciles. Oui, il y aura des gens qui ne seront pas toujours d'accord. Oui, il y a des gens qui vont critiquer le travail. Mais l'important, c'est de donner un sens à tout ça, de donner une direction à tout ça, d'y croire, puis de mobiliser les troupes. Et ça, c'est ça le rôle d'un élu aujourd'hui, en 2020. Évidemment, dépendamment on est où au Québec, dépendamment de quel genre de municipalité, plus petite, plus grande, ce rôle-là peut prendre différentes définitions, peut s'ancrer différemment, peut avoir plus ou moins d'ampleur. Encore là, ça dépend. Mais je pense que c'est très, très, très diversifié et il ne faut pas penser qu'il faut être un spécialiste pour faire de la politique. Moi, je le dis toujours, il faut être un généraliste. Donc, il faut être curieux, il faut s'intéresser à tout, il faut être capable d'écouter, d'analyser, d'aller chercher l'information, d'aller se documenter, d'aller chercher de l'information. Il faut être un peu un principe d'éponge. Et si on est une éponge capable d'absorber cette information-là, on va devenir le spécialiste des généralistes. Et c'est ça exactement de la politique municipale. On touche à tout. On est au cœur de la vie citoyenne, au cœur des décisions qui ont de l'impact directement dans nos communautés, dans nos villes. Et ça devient à la limite addictif.
Moi, je me souviens, j'ai été élu à 26 ans en 2005, en novembre. En janvier 2006, je donnais une entrevue à Bertrand Hall, le journaliste de Radio-Canada. Et dans cette entrevue-là, j'affirmais, il me demanda qu'est-ce qui me faisait le plus peur suite à mon élection. Et je lui ai dit, ce qui me fait le plus peur, la journée que je ne serai plus élu. Parce que déjà à ce moment-là, j'avais une addiction à ce que je faisais, à l'ampleur de ce que je voyais qu'on pouvait faire comme différence dans un milieu. Donc, il n'y a pas de communautés qui sont pareilles, il n'y a pas de municipalités qui sont pareilles, il n'y a pas un livre précis qui dit un élu municipal doit faire ceci, doit faire cela. Non, c'est très variable. Puis aujourd'hui, les gouvernements fédéraux, provinciaux ont délégué beaucoup de responsabilités au monde municipal. On a beaucoup de pouvoir et quand ce pouvoir-là est bien utilisé, utilisé à bon escient, on peut réellement faire la différence dans nos milieux. Il ne faut jamais oublier que les municipalités, les élus municipaux, est le palier de gouvernement le plus proche du citoyen. Il est directement dans le quotidien. Et quand je dis ça, évidemment, ça ne vient pas diminuer le rôle d'un député comme Samuel, qui est fondamental et qui est extrêmement important. Mais lorsqu'on est un conseiller ou une maire ou une mairesse, on peut le matin arriver au bureau, discuter d'un réseau d'aqueduc, dans l'après-midi, discuter d'une planification territoriale, de stratégie énergétique, de développement économique. On peut discuter d'une politique culturelle. On peut même discuter d'une politique de développement touristique. Alors, c'est très, très, très varié comme implication. Merci beaucoup, Jonathan. Je vous voyais opiner abondamment de la tête, Mélanie Clavet. Vous vous reconnaissez dans cette description de tâche? Bien, totalement, surtout, comme je vous disais, que la municipalité pour laquelle je suis mairesse, ce n'est pas une grande municipalité, mais comme vous avez dit au début, Petite-Vallée est reconnue pour la culture, est reconnue vraiment pour le tourisme et la culture. Donc, on peut passer de 200 personnes à 25 000 personnes dans l'espace de quelques mois. Donc, oui, on a à toucher à tout. Et oui, il faut être passionné et il faut être curieux parce qu'on ne sait pas tout et ce n'est pas tout qui nous intéresse au même niveau. Donc, c'est vraiment ce que Jonathan disait. C'est vraiment ça. Mais ce que j'aime beaucoup aussi, c'est l'impact direct qu'on a avec nos décisions, avec ce qu'on veut aussi, dans le fond, la vision qu'on a pour l'avenir. Ça, c'est très motivant. Et pour les dossiers que tu as nommés, qui sont peut-être moins motivants, parce qu'on en a pour tous les goûts, là. On a des hommes, on a des femmes, tout ça. Et il faut se dire aussi qu'on est appuyé par un conseil municipal qui, eux, peuvent avoir cet intérêt-là pour les matières résiduelles, pour les systèmes d'aqueduc, etc. Moi, j'ai des hommes ultra passionnés sur mon conseil qui ont ce dossier-là, qui me l'expliquent à merveille, mais je leur fais confiance. Et ensuite de ça, on a tous aussi des employés. Le directeur général, il est là pour nous appuyer également, que ce soit comme maire, comme mairesse ou comme conseiller municipal. Le directeur général est un peu le pilier pour nous donner l'information précise et nous faire évoluer dans ça. Moi, je fais souvent la blague que quand je demande quelque chose à mon directeur général, une vision, une idée, je lui dis, souvent il me dit on peut pas, fait que moi je réponds ben organise-toi pour qu'on puisse. Donc parce que nous des fois on arrive là, on est visionnaire, on est plein de passion, justement le ventre, on a des idées, mais on a des employés aussi qui nous disent c'est réaliste dans un laps de temps de quelques mois versus quelques années. Donc en place, on n'est pas laissé à nous-mêmes. Fait qu'il faut pas vraiment avoir peur de ce côté-là. Il faut vraiment justement aller de l'avant, de voir qu'est-ce que c'est, mais il ne faut jamais oublier qu'on est entouré d'une équipe et qu'à la base, être en politique municipale, c'est d'avoir la passion de changer et de faire évoluer les choses. Ben, ça revient à ce que Génie Destigoulet nommait là, par rapport au sentiment de compétence et d'avoir des bonnes connaissances. Effectivement, c'est rassurant de savoir qu'on a une équipe autour là, qui c'est pas on n'arrive pas à prendre des décisions comme ça tout seul. Monsieur Lapierre, vous voulez renchérir? Oui, en fait, on parle beaucoup, on entend beaucoup parler lorsqu'on fait référence aux jeunes en termes d'application municipale, aux compétences, à l'expérience, au bagage qu'on a ou qu'on n'a pas lorsqu'on est jeune.
mais je voudrais juste rappeler à ceux et celles qui nous écoutent, oublions la politique municipale 30 secondes. Supposons que quelqu'un fait un bac en relations industrielles, présente répond à une offre d'emploi dans une entreprise, une organisation, devient conseiller, conseillère en ressources humaines. La journée 1 de son embauche, la personne elle a zéro expérience, zéro bagage, zéro vécu dans le domaine, rien du tout, sauf une formation collégiale et universitaire. Donc, il y a un jour 1 que, comme individu, on doit se faire confiance, on doit utiliser notre bon jugement, le bagage et les connaissances et les compétences qu'on a comme individu, parce que tous les individus ont un certain bagage, des compétences et des connaissances. Donc, il faut utiliser ça et y aller étape par étape, journée après journée, semaine après semaine, et on devient évidemment généralement très bon dans notre secteur d'activité. La politique municipale, c'est la même chose. On ne sera jamais totalement prêt pour faire de la politique. Il y aura toujours quelque chose qui ne sera pas nécessairement là, soit du côté familial, soit du côté du temps, soit du côté financier, ou soit qu'on est trop jeune, ou inversement, il y a des gens qui vont dire « je suis trop vieux pour faire de la politique municipale ». L'important, c'est de se faire confiance comme individu puis de se lancer. C'est ce que je voulais rajouter. Merci beaucoup, M. Lapierre. Émilie, j'aimerais avoir un peu votre définition de ce qu'est le rôle de la conseillère, parce que c'est la porte d'entrée vers le milieu municipal bien souvent. Comment vous décririez ça à quelqu'un qui, comme moi, là, pense que c'est de décider de la couleur des bacs? Premièrement, c'est beaucoup plus que ça. Le fait d'être conseiller, justement, même si on n'a pas d'expérience au début, on est entouré d'une équipe minimum de 5 autres conseillers ou conseillères. Puis, généralement, dans une municipalité, on touche tellement à plein de secteurs différents que, en tout cas, je vais donner l'exemple chez nous, chaque conseiller ou conseillère a des mandats ou dossiers différents. Donc, exemple, les miens, moi, c'est les ressources humaines et les travaux publics. Auparavant, moi, j'ai débuté comme dans mon mandat précédent, j'étais responsable des loisirs parce que c'était mon domaine d'études, mais il reste qu'on a ces dossiers-là qui sont plus spécifiques à nous, donc ça permet d'en apprendre sur les sphères où on n'en connaît pas. Entre autres, moi, je ne connaissais pas l'urbanisme, puis j'ai eu à siéger, je siège encore, sur le comité consultatif d'urbanisme. Donc, avec le temps, on a des formations, les expériences et tout font en sorte qu'on en apprend. C'est ça. Fait que c'est vraiment, je dirais, la clé de tout ça, c'est le travail d'équipe, autant, oui, avec les élus, mais comme on a dit tantôt, avec le monde, les employés de la municipalité, parfois même aussi de la MRC ou différents ministères aussi avec lesquels on doit travailler. Donc, c'est vraiment, la base de tout ça, c'est le travail d'équipe qui fait en sorte qu'on va aller chercher beaucoup plus d'apprentissage aussi. Et comme élu, on a des formations aussi obligatoires, entre autres sur le rôle et responsabilités d'un élu, sur le code d'éthique et de déontologie qu'on a. Donc, c'est quand même une base que l'on a pour, je vais dire, débuter. Puis par la suite aussi, il y a une panoplie de formations qui sont offertes par les différentes instances pour nous aider aussi à nous amener des outils pour nous améliorer dans nos domaines spécifiques. Merci beaucoup, Émilie Roberge. Patrick Tanguay-Dumas, vous, dans votre cas, le rôle d'élu, ça vous a... Bon, je ne vous demanderai pas de décrire ce que ça a été pour vous. Ce que je comprends, c'est que ça a été un tremplin professionnel en plus. Ah oui, tout à fait. Mais je vais prendre quand même un petit moment pour vous parler de mon parcours comme élu. Nous, dans notre municipalité, en étant 6 conseillers, mais les 6 conseillers avaient des départements différents. Que ce soit l'urbanisme, les travaux publics, les loisirs, l'administration. J'en passe, il y en a tellement. Dépendamment de l'expérience de la personne, le maire confiait des départements appropriés aux personnes. Et aussi, il ne faut pas oublier, j'aime l'entendre, le directeur général est là pour appuyer la maire et les conseillers. C'est lui qui est le lien entre le conseil municipal et l'administration de la ville. Puis ce lien-là, il est super important. Fait que moi,
en tout cas, mon parcours comme élu m'aide certainement en ce moment en tant que directeur général de la ville, parce que j'ai quand même la mentalité d'un élu. Puis là, je comprends, puis je t'apprends à apprendre le côté administratif d'une ville. Fait que, oui, non, c'est ça. Puis il ne faut pas oublier aussi de ne pas hésiter, parce que quand tu rentres en tant que conseiller, que tu sois attitré au département de l'urbanisme ou des travaux publics, il ne faut pas oublier que tu as des fonctionnaires qui vont travailler avec toi puis qui vont t'aider à éclaircir des situations pour prendre les meilleures décisions. Tu sais, les travaux publics, c'est un gros dossier. Tu sais, comme M. Lapierre a dit, on n'est pas ingénieur. Tu sais, savoir comment les égouts fonctionnent, on ne peut pas s'attendre de ça d'un conseiller, mais si cette personne-là pose des questions à son fonctionnaire ou à son directeur de travaux publics, elle va pouvoir prendre la meilleure décision au bout de la ligne. C'est le même pour toutes les sphères d'un fonctionnement d'une ville. Vous dites ça, on ne s'attend pas à ce que les conseillers, conseillères aient des connaissances techniques pointues, mais moi, pour avoir parlé à des conseillers, conseillères municipales de temps en temps, je réalise que je pense que même eux sont surpris d'avoir développé certaines connaissances là, sur certains sujets qu'ils n'auraient pas imaginé maîtriser à ce point-là, là, j'en suis certaine. J'ai envie de faire un petit peu rêver nos jeunes élus en devenir et de vous ramener à vos débuts. Je vais dans vos souvenirs, là. Donc, il y en a qui ça remonte à plus longtemps. J'aimerais savoir qu'est-ce qui vous a le plus surpris de votre aventure municipale quand vous êtes arrivé. C'est quoi la chose qui a été la plus étonnante pour vous? Puis je commencerai avec vous, Luc Dostalaire. Merci. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, j'ai commencé à 25 ans, élu pour conseiller municipal. Je l'ai fait, ça va répondre un peu à l'autre question aussi, je l'ai fait par désir d'améliorer ma communauté. Donc, je n'ai pas regardé contre qui je me présentais. J'avais envie d'y aller. Bon, je suis allé un peu là, j'ai foncé. Premièrement, je peux vous dire que l'accueil a été très chaleureux. Même à ce moment-là aussi, là, j'étais le petit jeune du groupe, si on veut. Et puis, les gens avec qui j'ai travaillé au sein du conseil m'ont très, très, très bien accueilli. Et puis, je vous dirais qu'effectivement, on en a parlé, mais l'entraide qui a été là et l'apprentissage de tout le processus municipal, c'est très, très, très bien fait. La population aussi qui est très contente. C'est sûr qu'en général, quand un passant ou un concitoyen t'interpelle sur la rue, c'est rarement pour te féliciter. C'est probablement pour parler, bon, il y aurait telle petite chose, il y aurait telle petite chose, mais les gens ont toujours été, 99,9% du temps, très gentils, très ouverts à vouloir justement trouver des solutions. Fait que de cette petite peur-là qu'il y avait peut-être de la méconnaissance, bien, ça a été rapidement tassé. Je me permettrais de dire que je suis devenu maire 8 ans plus tard avec une partie de la gang avec qui j'avais travaillé. Là aussi, j'étais encore une fois le plus jeune du groupe, mais ça a été un très beau travail. Puis je vous dirais que je le vois encore à chaque fois quand des nouveaux arrivent, là, la façon que ça se passe entre les gens. Fait que pour moi, ça a été ça, puis ça a été aussi de découvrir, ça aussi on en a parlé un petit peu tantôt, ça a été de découvrir l'immense possibilité, les immenses possibilités qui s'offrent à nous. Je pense que ça, c'est peut-être important, c'est de dire justement, moi, je ne m'en vais pas là pour poser un stop au coin de ma rue, là, parce que je trouve que c'est dangereux. Je pense que si on a une vision d'ensemble de la situation, bien, on va pouvoir travailler dans des domaines qui n'en finiront plus dans notre municipalité. D'avoir découvert toute cette possibilité-là et de voir après les années tous les changements, toutes les améliorations qui ont été faites, en partie grâce à moi et avec mon équipe, bien, ça, c'est bien intéressant. Ça a été surprenant parce que je ne m'attendais certainement pas à ça au départ. Puis peut-être qu'il y en a qui vont aller en politique pour le stop au coin de la rue puis qui vont découvrir qu'il y a d'autres choses à faire, effectivement. Émilie Roberge. Ça peut être un point de départ. Émilie Roberge, vous, qu'est-ce qui vous a le plus surprise quand vous êtes arrivée en politique?
une chose vraiment technique. Moi, je pensais qu'à 20 ans, je ne pouvais pas me présenter parce que je ne possédais pas de résidence ou de terrain. Donc, ça m'a surpris et en tout cas, j'espère que ça peut aider d'autres jeunes. C'est que pour se présenter dans le monde municipal, simplement d'habiter le territoire, la municipalité, ça, c'est la base, c'est ce que ça prend. Donc, ça a été vraiment ma première chose qui me dit, ben finalement, je peux, j'ai 20 ans, puis go. Moi, ça a été de tout le jargon municipal, le verbal, comprendre une résolution, un règlement, un amendement, tout ça a été pour moi surprenant, mais en même temps, ça m'a ouvert beaucoup sur qu'est-ce qui se passe aussi ailleurs dans ma municipalité. C'est comme ça, mais dans d'autres MRC au Québec, au Canada, pourquoi on a les différences. Donc, ça a été quand même, je vais dire pour moi, difficile, mais j'ai eu un moment où je pouvais souvent poser mes questions et dire « Ah, c'est quoi donc ça? Tu me l'as expliqué l'autre fois, mais j'ai un blanc là. » Une ouverture de la part de mon maire à l'époque, M. Vézina, qui m'a aidé énormément à apprendre. Donc ça a été, je dirais, ma plus grande surprise en faisant comme « Oh mon Dieu! » Même dans les plus petites municipalités, celle où j'ai commencé, on était à peine 1000 de population. On a les mêmes obligations qu'une plus grande municipalité de 5000, de 10 000. Il y a une base que le monde municipal fonctionne de cette façon-là et ça, c'est ce qui m'a surpris le plus au début, je dirais. Puis, pour faire du pouce un petit peu là-dessus aussi, c'est qu'on évolue comme humain, on apprend beaucoup. Puis, il y a des fois des enjeux qui pouvaient être nouveaux dans notre MRC chez nous. Exemple, tout ce qui est du compost. Puis, avec le temps, moi, dans les dernières années, c'est ce que j'ai pu mettre en place dans mon milieu ici à East Broughton. Puis, c'est vraiment des projets que parfois, comme élu, on a une vision. Puis, les employés, les gens de la municipalité vont nous aider à concrétiser. Puis, c'est vraiment un travail d'équipe quand on a des nouveaux projets comme ça. Fait qu'il faut vraiment le voir. Tantôt, quand vous parliez de généraliste, c'est vraiment le bon terme sur le fait que nous, on va avoir des visions, des orientations. Puis après, avec vraiment les gens de la municipalité, avec certains ministères, avec les gens même de la MRC, on va mettre en place, comme là, pour nous, ça a été la collecte du bac brun, du compost. Puis, ça a été génial. On a travaillé avec l'école pour que les jeunes soient au courant avec des commerces et tout. Donc, quand on a une idée, une vision, le rôle de l'élu, c'est de faire en sorte que tout le monde du milieu va se l'approprier et va travailler dans ce sens-là. Donc, voilà mon commentaire à cette belle question. Merci beaucoup. Mélanie Clavel, vous, qu'est-ce qui vous a étonné quand vous êtes arrivée à la mairie de Petite-Vallée? Ben, moi, c'est même un peu avant, quand j'ai décidé de me présenter, là, dans le fond, comme conseillère, et après ça, ben, toutes les autres années, ça a continué de suivre. C'est que peu importe la génération, il y a vraiment une espèce de côté unanime où les gens d'un secteur sont contents que la jeunesse s'implique. Les plus jeunes se sentent représentés par une personne, justement, qui a la même vision, qu'on voit les enjeux nouveaux, etc. Et les personnes plus âgés sont rassurés de voir qu'il y aura une continuité et un intérêt. Donc, on devient un peu unanime pour une population et c'est comme une fierté que ce soit justement un jeune qui vient te parler plus facilement d'une problématique ou d'une idée ou tout ça, on est comme facile d'approche pour notre génération, mais autant les personnes plus âgées qui vont nous féliciter de s'impliquer, qui vont nous féliciter d'avoir osé changer des choses. Donc moi, ça m'a vraiment beaucoup surpris. Puis même à l'approche des élections, je vous dirais que j'ai été approchée beaucoup plus par des personnes âgées de mon coin que par la jeunesse qui, pour eux, je suis une collègue, je suis une amie, je suis une personne que les gens fréquentent au quotidien parce que je suis quand même toujours impliquée. L'implication sociale et communautaire a toujours fait partie de mes valeurs. Donc, à ce moment-là, je suis un peu la personne qui aide dans le hors-saison parce que les étudiants s'en vont et on est en pénurie de main-d'œuvre, autant qu'il y a une organisation
d'organisation qui se fait au niveau de l'école, que je vais me faire un devoir d'y assister, mais les personnes âgées se sentent en sécurité avec des gens un peu plus jeunes qui décident de plonger en politique parce que ça assure à quelque part un peu ce qu'eux ont bâti aussi. Parce que c'est important de conserver ces patrimoines-là. Ces gens-là qui étaient là avant nous, qui ont bâti des trucs et qui se sentent rassurés qu'on poursuive dans cette lignée-là. Donc, c'est vraiment ça qui m'a vraiment surprise parce que ça devient une grande fierté de voir que les personnes plus âgées te font confiance et sont contents de où s'en va le milieu. C'est beau de voir que les aînés accueillent aussi favorablement les plus jeunes en implication en politique municipale. Ça me fait penser à quand j'ai commencé en journalisme au journal de Prévost dans les Laurentides. J'étais accueillie, là, la jeune journaliste qui venait rafraîchir un petit peu la couverture locale. Là, je me souviens qu'il y avait un bel enthousiasme autour de ça. Puis ça fait une belle transition, en fait, vers ma prochaine question qui porte sur justement les différences entre les aînés et les jeunes en politique. On voit ça comme un défi, évidemment, parce que vous n'avez pas les mêmes réalités, mais comme un atout parce que ça prend de la diversité. Puis, comme vous l'avez bien mentionné, Mélanie Clavet, ça crée une complémentarité. J'aurais envie de vous demander quelles sont les différences, mais aussi les atouts de cette différence d'âge en politique des plus jeunes et des plus vieux. Puis, je commencerai avec vous, Mélanie, justement, parce que vous avez commencé à en parler déjà. Bien, certainement. En fait, c'est ça au niveau de la population, ce que je vous disais, c'est la fierté, tout ça. Par contre, je suis obligée de dire qu'au niveau de peut-être des collègues qui ne sont pas nécessairement de mon milieu, mais qui sont des milieux adjacents, de la même MRC, tout ça, c'est un peu plus difficile parfois parce que nous, on vient d'un milieu où on travaille, on n'est pas à la retraite et souvent, il peut y avoir des discussions où les personnes qui sont là, justement, parce qu'ils sont retraités et qui sont allés en politique, peuvent un peu nous faire savoir, en quelque part, qu'on a peut-être moins de temps d'implication, on a justement tous les défis qu'on rencontre, mais en même temps, moi, ce que je trouve beau au niveau du fait que je suis une femme à la mairie, la première femme mairesse à Petite-Vallée, et que je suis une jeune mère de famille, c'est de leur montrer que ça se fait, et de leur montrer que je suis quand même là. Et souvent, on est très actifs parce que ça nous donne même l'espèce de petit vent là, pour aller de l'avant dans ça, puis de se dire non, on est capable, puis il faut le faire. Puis en même temps, ben, moi, je suis toujours pour le fait de confronter nos idées dans le respect. Et ça, je trouve que de côtoyer des personnes plus âgées, c'est ce qui est beau parce qu'il y a des nouvelles façons de faire, il y a des nouvelles idées. Comme Émilie mentionnait au niveau du compost, mais il y a aussi tout ce qui est municipalité nourricière, nourrir son monde, toutes ces vagues-là où les personnes âgées sont un petit peu moins acclimatées à ça, que c'est vraiment beaucoup plus au niveau de notre génération. Quand on parle d'environnement, ça peut heurter un peu plus, mais de côtoyer ces gens-là, ça nous pousse à débattre de notre point de vue, et eux, ça les force à justement en apprendre davantage sur les nouvelles réalités de nos municipalités. Donc, à ce moment-là, je trouve que, comme je vous disais en début de conférence, c'est que ça prend un beau mélange de femmes, de personnes plus jeunes, de personnes plus âgées autour d'une table, et là, on a vraiment le pouls complet d'une population. Vous, Samuel Poulain, est-ce que c'est une différence que vous observez chez les élus, que ce soit au palier municipal ou au palier provincial, là, dans vos relations avec les différents élus? Est-ce que c'est une différence que vous observez entre les plus jeunes et les plus vieux? La première fois que je me suis présenté en politique provinciale, j'avais 22 ans. Et mon adversaire principal avait à ce moment-là peut-être 65 ans. Et j'ai perdu, moi, la première fois, avec 38% des voix. Et je dis souvent que les meilleurs candidats, c'est ceux qui ont perdu au moins une fois, parce que ça nous galvanise le reste de notre mandat à rien prendre pour acquis et à comprendre le privilège qu'on a d'être là. Je pense que tout le monde peut le comprendre, mais de perdre la première fois, c'est très formateur. Alors, il y a peut-être des gens qui sont sur la ligne ici qui ont déjà perdu. Représentez-vous.
surtout n'arrêtez pas. Moi, j'ai toujours ressenti, quelquefois, il ne faut pas se le cacher, là, il y a des aînés qui pouvaient me dire ah, t'es trop jeune pour aller là, tu sais, ou t'es jeune. Tu sais, ça peut arriver, mais c'est très, très rare, là. C'est l'exception à la règle. La vaste majorité, Mme Clavel l'a bien dit, ont l'impression qu'on reprend le témoin là, qui nous laisse, puis qu'on va pouvoir faire avancer des choses. Et moi, souvent, les aînés, lorsque je les rencontre, ils me disent, et je les cite, Monsieur Poulain, oubliez pas les vieux, oubliez pas les vieux. Et des fois, je me dis, est-ce qu'ils disent parce que je suis jeune, tu sais? Et non, tous les politiciens se font dire ça. Même les vieux se font dire, oubliez pas les vieux. Alors, c'est une strate d'âge, je pense que si vous êtes jeune et vous souhaitez vous présenter dans les prochaines semaines, c'est les premières personnes que vous devez aller voir. Des fois, oui, pour les rassurer, dire je vais m'occuper des vieux, pour reprendre leur expression, et que même si vous êtes jeune, vous avez des grands-parents, vous êtes bien au fait que dans une municipalité, il faut travailler pour les plus jeunes et aussi les plus vieux. Alors, allez les voir en premier. Je pense que ça va vous permettre des fois d'avoir un bon input de comment ils vous perçoivent ou comment ils perçoivent l'intergénérationnel. Moi, dans mon cas, ça se passe très bien. Je suis le plus jeune député du gouvernement et je fais le tour de mes RPA régulièrement. Je vais les voir à Noël, à Pâques. Je m'en occupe beaucoup, puis je trouve ça important de le faire, ne serait-ce que pour ce qu'on fait pour le Québec. Merci beaucoup, M. Poulain. Je lance la question à Jonathan Lapierre. Est-ce que vous, ça a été, vous êtes arrivé, là, vous avez dit à 26 ans à la mairie, j'imagine que ça a créé quand même un clash avec les plus âgés qui étaient en place. Non, pas tant. Moi, c'est un peu l'inverse de ce que j'entends depuis le début. En fait, moi, je suis revenu aux îles à 26 ans, en 2005, après presque une décennie d'absence. Donc, mon jeune âge, je me le faisais remarquer plus par justement la population. Je cognais au pas pour me présenter à l'élection. Puis là, les gens disaient ah, il me semble que tu es jeune, ça fait 8 ans que tu es parti, 9 ans, et tu sais, tu connais les dossiers. Donc, ça, j'ai eu entre guillemets, à me vendre un peu plus auprès de la population qui me fasse confiance même si j'étais jeune. Pour ce qui est du conseil municipal, nous, écoutez, moi, c'est mon 5e mandat dans la municipalité. J'ai connu toutes sortes de conseils municipaux avec des plus jeunes, des moins jeunes, avec des femmes, pas de femmes. Tous les cas de figure ont été représentés chez nous. Et je dirais qu'à chaque fois, ça s'est bien passé. Vous savez, je dis souvent, il y a des jeunes dans les conseils municipaux qui réfléchissent comme des gens qui ont 70 ans, et il y a des gens de 70 ans qui réfléchissent comme des jeunes de 20 ans. Et l'idée, c'est d'avoir un débat qui soit sain, d'avoir un débat qui soit cohérent, d'avoir aussi un débat équitable aussi entre les idées, les perceptions, la réalité, de laisser place à chacun. Et nous, on a toujours travaillé de cette façon-là. Et c'est pour ça que même si j'ai des personnes retraitées sur mon conseil municipal actuellement, j'ai des gens qui travaillent, qui ont un autre emploi, qui sont des conseillers municipaux. Et moi qui est là à temps plein, moi, je fais que ça dans la vie. D'ailleurs, depuis 2005, je ne fais que de la politique dans la vie. Je n'ai jamais rien fait d'autre. Auparavant, j'étais architecte de réseau numérique sans fil, mais depuis 2005, je n'ai fait que ça dans la vie, faire de la politique active. Donc, l'idée, c'est vraiment de créer un environnement qui permet à tout un chacun de s'exprimer. Et moi, on s'en fait une fierté aux îles d'avoir un conseil, en tout cas à tout le moins, qui ne fait pas de différence entre les âges, puis qui ne fait pas de différence non plus entre les sexes, que ce soit une femme ou un homme. On a une jeune femme d'abord sur le conseil municipal actuellement, qui est dans le début de la quarantaine à peine, fin trentaine, début de la quarantaine, et elle a autant de place, même si elle est jeune et femme, que les plus vieux qui sont retraités, qui des fois, par leur expérience, par leur bagage, vont exprimer des points de vue qui sont très différents peut-être des plus jeunes qui aujourd'hui ont une lecture différente de la situation, une lecture différente d'un dossier à cause justement du regard plus jeune. Mais l'idée, c'est de faire abstraction des âges puis de mettre l'intérêt commun au milieu de tout ça, l'intérêt collectif, celui de la ville. Et lorsqu'on travaille de cette façon-là, c'est beaucoup plus facile. Il y a beaucoup moins de clash là, entre les personnes plus âgées ou plus vieilles et les personnes plus jeunes. Merci beaucoup, Jonathan. Bon, Samuel Poulain a parlé plutôt de passion en politique, que c'est important. On sait aussi que dans certains cas, c'est des postes qui ne sont pas nécessairement très bien payés.
Alors, forcément, ça prend de la passion pour se lancer en politique municipale. Qu'est-ce qui vous passionne le plus dans votre rôle d'élu? Je ne sais pas à qui donner la parole en premier parce que je sais que vous êtes tous et toutes passionnés. Alors, je vais y aller avec Luc, puisque ça fait plusieurs mandats, donc j'imagine que c'est une passion. C'est une passion, puis ce mot-là est très important pour moi dans la vie en général. Fait que je suis passionné de la politique, je suis passionné de mon travail. Bon, moi, je suis un enseignant, puis maintenant directeur d'école en même temps. Passionné de ce que je fais, de ma famille, etc. Pour moi, c'est bien, bien important. Donc, ce qui me passionne vraiment dans ce que je fais là, c'est de jamais savoir comment va se finir ma journée, même si l'agenda est là, c'est de pouvoir toucher à plein de choses, c'est de pouvoir travailler avec plein de gens. Juste pour revenir un peu sur l'autre question, moi, je suis encore pas mal le plus jeune maire là, de la Mauricie. Peut-être que je me trompe, là, je me donnerai pas ce titre-là, mais en tout cas, je suis dans les plus jeunes. Et puis, sur une cinquantaine de municipalités, on m'a délégué pour, entre autres, siéger à la FQM, dans un endroit où est-ce que je prends beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations puis que je ramène ça à mon monde. Donc, c'est tout un nouveau monde que j'ai découvert avec ça. D'autres conseils d'administration où est-ce que dans ma MRC, on m'a délégué au niveau, justement, tantôt on parlait de la troisième voie, tout ça. Fait que, encore une fois, c'est des choses qu'on découvre. Je me découvre des passions même dues à mon âge. Moi, j'ai 43 ans. L'environnement, c'était un petit peu moins important qu'aujourd'hui, là, quand j'avais 16-17 ans. Je vous dirais que ce n'est pas la raison pour laquelle je me suis lancé en politique. Par contre, aujourd'hui, je suis président de l'organisme Récupération Mauricie qui s'occupe de tout ce qui a trait à ça dans la Mauricie. Et je peux vous dire qu'on pourrait refaire une autre table ronde, puis je vous parlerai juste de ça, parce que justement, je me suis découvert des passions. Fait, je dirais que c'est ça. C'est les possibilités infinies dans ce que je fais. Et puis qui me font découvrir des passions à tous les jours. Fait que c'est ça qui me passionne, c'est de l'inconnu, le non-routinier, la collaboration avec des centaines de personnes là, autour de moi pour faire mon travail. Fait que ça, c'est très, 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 très nourrissant. Et puis, après 4 mandats, je peux vous dire que ça ne s'est pas amoindri. Au contraire, c'est encore plus fort. Je passe la question maintenant à Patrick Tanguay-Dumas. Bon, vous n'êtes plus un élu, mais vous avez tellement été passionné par le monde municipal que vous avez décidé d'en faire votre vrai travail de jour. Ouais. Qu'est-ce qui vous passionne tant dans ce milieu-là? Moi, ce qui me passionne le plus, c'est les échanges avec les citoyens, avec nos collègues. Toutes les rencontres qu'on peut avoir aussi là, surtout quand tu participes dans des comités avec différents organismes, et OBNL, rencontrer des députés provinciaux, des députés fédéraux, parler d'enjeux, parler d'échanger, de débattre, d'essayer de comprendre comment essayer d'améliorer ta municipalité dans plein de sphères. On parle beaucoup d'environnement, en ce moment, c'est la pénurie de logements. Comment essayer de trouver des solutions à court, à moyen, à long terme pour le logement, les logements sociaux aussi, les loisirs. Comment s'assurer de garder nos acquis. Tout coûte plus cher. Puis comme quelqu'un avait dit précédent, qu'on soit une petite municipalité ou une grande, on a les mêmes réglementations, puis on a les mêmes devoirs envers nos citoyens, d'offrir les services, que ce soit le service d'incendie, qu'on soit dans une petite municipalité que dans une grande, c'est les mêmes règlements. Fait que des fois, c'est d'essayer de trouver une solution, comment l'offrir avec un bon service, mais avec les moyens qu'on a de nos contribuables, parce que veut pas, quand on fait de la politique, c'est l'argent de nos contribuables là, qu'on gère. C'est pas notre argent à nous. Il faut toujours garder ça en arrière de penser que c'est bien beau arriver et essayer de vouloir tout faire ce qu'on peut, mais il faut respecter aussi la capacité de payer des contribuables. Et ça c'est un important que je me dois de dire. C'est super important parce que il faut respecter le budget. La base. C'est la base, oui.
Émilie, Roberge, quel est pour vous, je sais que c'est une grande passion, le milieu municipal. Qu'est-ce qui vous passionne le plus? Moi, je dirais le développement du milieu. Puis c'est général, mais autant, comme je disais tantôt, c'est au niveau comme l'environnement, le compost, aussi le développement économique. Nous, on est dans la MRC des Appalaches. Donc, avant, on était dans notre municipalité à East Broughton, une industrie au niveau de l'amiante. Donc, nous, on a eu un gros changement économique, je dirais, au cours des 30-40 dernières années. Donc, tout ce qui se passe au niveau économique présentement, ça me passionne parce que je suis entrepreneur, oui, mais aussi parce que je vois mon milieu évoluer. Donc, ça, j'adore. J'adore aussi le fait de pouvoir travailler autant avec des organismes communautaires, on n'en a pas beaucoup parlé, mais autant le monde communautaire que aussi avec des élus, donc au niveau provincial, au niveau fédéral. Donc, ça me passionne parce que nous, en tant qu'élus, on représente notre population. Tantôt, je ne me souviens pas c'est qui disait qu'on était le palier le plus près du citoyen. Donc, quand le citoyen il a un projet pour développer, je vais dire, son parc de quartier sur le déneigement ou quoi que ce soit, bien, il vient nous voir, il vient nous parler de ses enjeux. Donc, ça, j'adore ça, représenter la population, mais aussi être au cœur des différents projets de ma municipalité au niveau du développement. Ça, c'est vraiment mon créneau. Merci beaucoup, Émilie Roberge. Je vais faire un dernier tour de table sur les défis, pas les défis, ce qu'on devrait dire ou faire pour attirer plus de jeunes en politique. Quel message vous lanceriez à des jeunes qui nous regardent, qui hésitent à se lancer, ou à des élus municipaux, des fonctionnaires qui en ce moment se demandent comment susciter la participation des plus jeunes? Puis avant de vous donner la parole aux panélistes, j'aurais envie de demander à Eugénie Dostie-Goulet, face à ce qu'on a entendu, à la lumière de ce qu'on a entendu aujourd'hui, est-ce que vous avez des conseils ou des choses à dire qui pourraient inciter les jeunes à se lancer en politique? Puis avant de vous donner la parole rapidement, je rappelle que vous pouvez, les spectateurs, là, vous pouvez poser des questions. N'hésitez pas à nous poser des questions, que ce soit dans le chat ou en levant la main, on pourra vous donner la parole en temps et lieu. Donc, à vous la parole, Eugénie Dostie-Goulet. J'ai de la misère à voir ce que je pourrais ajouter de plus que ce que les panélistes ont dit, parce que je pense que dans chaque intervention qu'on a entendue depuis le début, on a entendu une bonne raison de se lancer en politique. Il y a vraiment, tout le monde en a donné à chaque intervention, que ce soit le fait de vouloir avoir cette possibilité de changer des choses pour se sentir utile, tantôt on parlait du sentiment d'appartenance, pour comment ça avait pu même aider à sa propre carrière, hein, dans certains cas, donc, ou que ce soit simplement parce qu'on est là dans notre vie. Des fois, on a envie nous-mêmes d'un défi à un moment donné, puis ça peut être le fun, ça peut être un super beau défi à relever, on ne sait pas où ça va nous amener. Et c'est ça le propre des défis aussi, c'est qu'on ne sait pas qu'est-ce que ça va nous amener à nous, puis on ne sait pas où ça va nous amener. Je pense que la politique municipale, c'est un tremplin qui est un tremplin pour toutes sortes de choses qui, en même temps, nous amène vraiment, nous garde aussi assez, j'ai envie d'utiliser le mot grounded, mais grounded dans où on est dans notre quotidien, mais un quotidien qui est super important. Donc, encore une fois, une chose qu'on a entendue, à quel point le palier municipal, c'est un palier très, très, très important dans la vie de tout le monde, puis comment qu'on ne s'en rend pas nécessairement compte avant justement de commencer à toucher au dossier puis de voir OK, l'étendue de ce que ça comporte, le niveau municipal. Donc, ça nous amène aussi à faire cette réalisation-là, à quel point on est au cœur de la vie, de notre vie, mais de la vie des gens, puis de la vie du Québec, puis de tout ce qui se passe ici quand on fait de la politique municipale. C'est ce que je dirais. Merci beaucoup, ça lance très bien la discussion. Émilie Roberge, qu'est-ce que vous diriez à une jeune qui veut se lancer en politique municipale? Bien, moi, je lui conseillerais fortement d'écouter son cœur, comme on a dit tantôt, mais surtout de ne pas s'arrêter à la conciliation, exemple, travail-famille ou travail-travail, parce que justement, avec l'équipe dans laquelle
ou laquelle cette personne-là va travailler avec les autres conseillers, conseillères, les gens de la municipalité. Tout peut s'adapter. Ça ne veut pas dire que si présentement toutes les réunions, exemple, sont de jour, que cette personne, ça ne peut pas être modifié. Donc, écoutez votre cœur, puis allez-y avec vos convictions, soyez à l'écoute. Puis moi, je vous dirais, moi, pour ma part à moi, c'est la plus belle expérience au niveau professionnel comme jeune qui m'a ouvert le plus de portes. Donc, go, ayez pas peur, puis faites-vous confiance. Merci beaucoup. Jonathan Lapierre, qu'est-ce que vous diriez aux jeunes qui veulent se lancer en politique? En fait, je leur dirais la même chose que je me suis dit à moi-même quand je me suis lancé en politique. Tu sais, en fait, on voit beaucoup les jeunes, de tous les temps d'ailleurs, revendiquer, prendre dans l'espace public position sur des enjeux environnementaux, sociaux, culturels. Mais la politique municipale va vous permettre non seulement de prendre position, mais de faire la différence. Donc, c'est le pouvoir d'influencer directement et de façon quotidienne le cours des choses, de changer des opinions, de changer des orientations, de changer des règlements, des politiques. Lorsqu'on dit l'environnement, c'est un thème qui est sur toutes les lèvres, la protection de notre environnement, la valorisation de notre environnement, ça commence par les milieux municipaux qui gèrent l'État, les territoires, qui adoptent des schémas d'aménagement. Donc, c'est le palier qui a le plus d'impact, on ne le répétera jamais assez, de façon très directe dans le quotidien des gens. Et si vous avez un tant soit peu l'amour du Québec, l'amour de votre communauté, ce palier-là vous permet de laisser votre trace et surtout, non seulement de participer au débat et au développement de ce Québec-là, à la construction du Québec, mais de participer directement à la construction. Donc, il y a place au débat, évidemment, à la revendication, mais il y a aussi place à l'action, ce que j'appelle la construction. Donc, c'est une aventure qui est incroyable, c'est stimulant, tant sur le plan intellectuel que sur le plan professionnel, que sur le plan personnel aussi, parce qu'à un moment donné, on grandit à travers les expériences politiques, avec les victoires, avec les défaites. Donc, moi, je vous le dis, si vous avez le goût de l'aventure, si vous avez le goût de vous réaliser comme personne, si vous avez l'amour du Québec, parce que toutes les municipalités ont fait toute partie du Québec, attendez pas, déposez votre candidature, puis embarquez dans l'aventure municipale. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a de la place en masse. Bon, là, arrêtez, là, parce que je vais vouloir me lancer, puis j'ai d'autres projets, fait que c'est pas le temps, là. Mais... Go! On a dit pas d'excuses. Go! Mélanie Clavet, je vous cède la parole. Qu'est-ce qu'on devrait dire aux jeunes pour qu'ils se lancent en politique? Bien, deux choses, en fait, très importantes, mais en même temps très larges, c'est que c'est une grande fierté d'être un représentant direct des citoyens. On est vraiment les porte-parole de ce que les citoyens désirent pour leur communauté. On est vraiment aussi les porte-parole pour les autres paliers gouvernementaux. Donc, il y a vraiment une richesse à aller chercher de ça. Et l'autre chose que je me dis, c'est si vous carburez au défi, c'est l'endroit où vous voulez être. Parce que quand on voit un projet qui se concrétise, c'est quand même une grande fierté. Puis c'est un peu, justement, on veut recommencer après ça. Et en terminant, peut-être juste de rappeler également que si vous allez en politique, ne pas tout prendre les critiques sur vos épaules. On est un conseil complet avec les conseillers, le maire ou la mairesse et les employés. Et parfois, il nous arrive dans chaque municipalité des choses qui font moins l'affaire de certaines personnes, des choses un peu plus négatives. Et il ne faut pas prendre tout ça sur nos épaules à nous seuls. Parce qu'à ce moment-là, c'est là que ça va devenir compliqué. C'est peut-être là que vous allez craquer et plus nécessairement voir le milieu politique de la même façon. Donc, juste de prendre ce recul-là et de dire, moi, je veux m'impliquer au meilleur de ma connaissance, mais je ne peux pas tout changer. On n'est pas des magiciens. On est des personnes qui veulent avancer avec les embûches que toutes les municipalités rencontrent. Donc, juste de faire attention aussi à nous, parce que c'est un peu ça qui fait en sorte, je crois, qu'il y a moins de jeunes en politique. C'est que des fois, ça peut être gros si on prend tout ça sur nos épaules, mais de toujours s'assurer de penser qu'on a une équipe autour de nous, que ce soit conseiller, que ce soit maire ou employé. Bien, ça aussi, c'est un bon apprentissage. Hein? Merci, Mélanie Clavet. Patrick Tanguay-Dumas, qu'est-ce que vous diriez à un jeune qui veut se lancer en politique?
Ben, moi, c'est simple. Si vous avez votre municipalité à cœur, et que vous êtes curieux, que vous êtes ouvert d'esprit, et que vous aimez débattre, ben, présentez-vous, là. Puis, c'est c'est une super école de la vie, là. C'est quelqu'un qui va vraiment pour les bonnes raisons. Ça peut t'ouvrir des portes. Puis personnellement, moi, le monde politique m'a ouvert une porte que j'aurais jamais cru pouvoir prendre. C'est ça. C'est vrai ce qu'elle a dit dans Clavel. Ne pas tout prendre les, les, mauvais, les mauvaises critiques sur nos épaules. Parce que surtout avec les réseaux sociaux, là, ça peut être facile de viser un conseiller ou un maire en particulier, mais c'est toujours des décisions de groupe. On n'est jamais tout seul dans une décision. Fait que, ça peut arriver des fois d'en prendre des mauvaises, mais il ne faut certainement pas nous laisser abattre par ça, puis de se créer une certaine carapace, là, pour prendre du recul. Effectivement, on n'a pas trop parlé des réseaux sociaux parce que l'objectif de la journée, c'est évidemment d'inciter les jeunes à se lancer en politique. On ne voudrait pas leur faire peur, mais ça existe, puis il y a moyen, effectivement, de vivre ça en gang. Je donnerais finalement la parole, bien pas finalement, je donnerais la parole à Luc Dostalaire. Qu'est-ce qu'on devrait dire à nos jeunes pour les inciter à se lancer en politique municipale? Tout ce que mes collègues viennent de dire, là, je trouve que c'est des excellentes raisons. Je vais rajouter une chose, c'est premièrement, aujourd'hui, vous êtes ici, puis il y a une raison. Il y a un questionnement, il y a une réflexion. C'est la bonne raison. Voilà, si vous êtes là aujourd'hui, puis si vous vous questionnez à savoir si vous devriez vous présenter, bien, la réponse, c'est oui. Donc, lancez-vous, allez-y. Puis, je me suis permis un peu de regarder dans le chat, puis on a parlé des priorités des jeunes, tout ça. Puis justement, lancez-vous parce qu'en ce moment, ben, l'accès à Internet peut-être chez vous, c'est certainement une préoccupation. On touche à ça. Les infrastructures sportives, si vous avez des jeunes enfants, c'est sûrement un questionnement pour vous. On touche à ça. La sécurité dans votre quartier, c'est certain que quand les mamans commencent à se promener avec les poussettes, c'est des choses sur lesquelles ils s'interrogent. On touche à ça. Tout le dossier environnement, bien entendu, on touche à ça. Fait qu'on l'a dit tantôt, on touche à plein de choses. Mais les points qui vous intéressent et qui vous tiennent à cœur dans votre réalité d'aujourd'hui, ben, c'est nous. C'est nous, mais c'est vous aussi qui peuvent faire la différence. Donc, n'hésitez pas, c'est votre tour. Parce que moi, je ne suis plus un vrai jeune, je veux le dire. Hein. On dirait que je suis le jeune, le faux jeune qui s'accroche. À 43 ans, je ne suis plus dans vos jeunes. Donc, on a besoin de vous pour venir prendre la place. Merci beaucoup, Luc. Et finalement, Samuel Poulain, vous, qu'est-ce que vous diriez à des jeunes qui veulent se lancer en politique? Moi, je dirais que c'est un des plus beaux voyages humains qu'on peut vivre. Ne serait-ce où on apprend sur l'être humain, on apprend sur nos voisins, on apprend sur notre communauté, sur les comportements humains. Vous avez fait allusion aux réseaux sociaux. Moi, je le vois comme des apprentissages. Même à travers les difficultés dans un mandat, il faut en ressortir du positif. Donc, je le vois vraiment comme un très, très beau voyage. Puis, je vous dirais, c'est comme à notre fête, là, moi, je me sens toujours un peu mal de recevoir des cadeaux. J'aime mieux en donner. Ben, en politique, tu en donnes. Tu as l'occasion de donner du temps, de l'énergie. Tu fais la différence dans la vie de quelqu'un. Puis, oui, la critique, elle existe, là, mais une fois de temps en temps, il y a des gens qui nous disent merci. Puis ça, c'est notre plus notre plus grande paye, mais notre plus grande récompense. Tu sais. Et moi, je m'imagine souvent, parce qu'on vieillit tous, hein, et je m'imagine me bercer un jour en CHSLD, puis regarder dehors, puis dire ben, ce complexe multisport-là, c'est moi qui l'ai fait. Tu sais. Puis j'étais là, puis je me suis battu. Puis ce prolongement d'autoroute, c'est moi qui l'ai fait. Puis j'étais WebDQ, je me suis battu comme un fou. Alors, vous en aurez une grande satisfaction de l'avoir fait, malgré les difficultés que ça peut occasionner. Et moi, dans la balance des inconvénients, cette fameuse balance-là, ben, j'ai beaucoup plus de plaisir à faire de la politique que les inconvénients que ça peut procurer. Alors, moi, je vous dirais, embarquez dans le voyage, vous en sortirez que grandi. Merci beaucoup, Samuel Poulain. Ça met fin à notre période de table ronde. On a énormément de questions qui nous viennent du public. Alors, je vais commencer, puis je vais pouvoir donner la parole également à certains des membres spectateurs. Mais j'aimerais commencer avec une très bonne question de Marie-Clarisse Berger qui demande quels sont les enjeux prioritaires des jeunes, selon vous, pour cette campagne-ci? Alors, je ne sais pas qui veut se lancer. Peut-être Jonathan Lapierre?
Mais en fait, de façon globale, vous savez, d'une municipalité à une autre ou d'une région à une autre, les enjeux peuvent varier, peuvent être très différents, évidemment, dépendamment de l'actualité ou de la réalité. Globalement, au Québec, là, ce qu'on entend, c'est beaucoup des enjeux liés à l'environnement, bien entendu, là, au sens large. Les changements climatiques, le réchauffement de la planète inquiètent beaucoup. Il y a des actions qui ont été menées et d'autres qu'il faut qu'ils soient menées. Donc ça, c'est un thème là, que je dirais est sur toutes les lèvres. L'accès au logement qui prend de plus en plus de place dans les campagnes électorales, que ce soit sur la scène fédérale, provinciale et municipale. Il y a une pénurie de logements au Québec actuellement. L'accès à la propriété devient complexe dans plusieurs régions. Donc ça, on l'entend beaucoup. Et évidemment, l'accès à la propriété n'est pas seulement un enjeu municipal, là, il faut quand même le dire. Là, il y a les gouvernements qui ont affaire dans ça, provinciaux et fédéraux. Et donc, évidemment, comme je le dis, il y a des enjeux plus spécifiques d'une région à une autre. Si je vous parlais de ce que les jeunes nous disent chez nous aux îles de la Madeleine, ils vous répondraient des enjeux liés à l'érosion des berges. Le territoire des îles se fait gruger par les changements climatiques, par l'érosion des berges, et les jeunes se sentent très interpellés par ce phénomène-là et veulent participer à l'action, veulent participer au débat entourant ce qu'il faut qu'il soit fait. Même chose pour l'accès aux places en garderie. Dans des régions comme celle des îles et de la Gaspésie, l'accès à une place en garderie prend tout son sens lorsqu'on veut s'établir en région. Si on n'a pas de place en garderie, on aura beau avoir un travail, une maison. Si on ne peut pas confier. Pour ma part, c'est un peu ça les enjeux. Là, il y en a une foule d'autres, évidemment, qu'on pourrait nommer, mais je vous dirais, c'est ceux que j'entends le plus actuellement. Oui, et l'accès à l'Internet aussi. Oui, je dis ça parce que votre vidéo... et sur toutes les... Oui, justement, Jonathan Lapierre, votre vidéo, il y a quelques bugs là, en ce moment, donc peut-être, je ne sais pas si c'est à cause de l'Internet aux îles de la Madeleine, mais en tout cas, on a perdu quelques mots, mais on a compris l'essentiel de votre message. Pardon? Même pas aux îles, je suis à Québec présentement. Ah, c'est Québec, là, le problème. Qu'est-ce qui fait... Oui, c'est ça, qu'est-ce qui stimule les jeunes dans votre région, Mélanie Clavet? Bien, moi, je prendrais parole un peu pour ceux qui vont peut-être s'impliquer dans des futures municipalités très touristiques et très culturelles, parce que dans les enjeux qu'on rencontre, oui, il y a l'hébergement, oui, il y a les garderies, ça, énormément, mais la grosse problématique, entre autres en Gaspésie, et moi, je le vois beaucoup dans mon village, c'est non seulement de se loger, mais pour des familles, de se loger à faible coût, à coût raisonnable, devient de plus en plus difficile puisque les loyers sont soit des coûts exorbitants ou que c'est des maisons de saison locatives. Donc, à ce moment-là, c'est majeur comme dossier là, pour les prochaines années parce qu'il faut vraiment, il n'y a pas beaucoup d'offres, on ne peut pas nécessairement se loger, puis quand on n'a peut-être pas le moyen financier de le faire. Donc, à ce moment-là, moi, je trouve que c'est un enjeu majeur pour toutes les villes et villages touristiques, surtout depuis 2 ans, parce qu'avec l'arrivée du télétravail, nos villages se sont remplis. Il n'y a plus de maison à vendre. Et quand une personne vend sa maison qui, il y a 4 ans, valait 50 000 ou 60 000, maintenant, elle vaut 180 et 190 000. Donc, là, c'est vraiment ça qu'il faut travailler dans les prochaines années. Pour ma part, là, j'en fais un devoir parce que ça devient très problématique et difficile. Et bien entendu, les garderies, c'est très problématique. On veut que les jeunes familles reviennent en région, reviennent dans nos municipalités, mais il n'y a pas de service de garde parce qu'il y aurait diverses façons de valoriser ces services-là et de peut-être avancer dans ça. Et dernièrement, la pénurie de main-d'œuvre, justement aussi dans ces régions touristiques-là. Quand les jeunes partent pour les études secondaires, postsecondaires, cégep, université, à partir du début mi-août jusqu'à la fin de la saison touristique, partout, dans tous les commerces, que ce soit la restauration, que ce soit au niveau des arts, que ce soit au niveau des musées, etc., il y a une pénurie de main-d'œuvre qui s'installe
partout sur le territoire. Donc, moi, c'est vraiment les enjeux que je trouve très, très, très importants pour les prochaines années. Merci beaucoup, Mélanie Clavet. Écoutez, je vois énormément de questions. Là. Je ne sais pas si on va pouvoir passer à travers toutes ces questions. J'ai envie de donner la parole à Juliette Côté-Turcotte. Je vous permets là, de parler. Si vous voulez poser votre question oralement, est-ce que vous pouvez nous parler? Je ne sais pas, est-ce que vous m'entendez? Oui. OK. Dans le fond, moi, je suis candidate indépendante à Montréal dans le district de Lorimier. J'ai 21 ans. Puis, ça disait, c'est quoi les enjeux prioritaires des jeunes selon vous, cette campagne-ci? Premièrement, je pense que c'est pas ressorti beaucoup, mais les toilettes dans les parcs, c'est vraiment un problème. Il n'y a pas de toilettes. Je pense aussi que les enjeux féministes intersectionnels, on ne parle pas beaucoup de personnes non-binaires, des personnes trans. Je pense que c'est des enjeux qui sont importants. Puis, justement, je pense que souvent, mettons, dans les parcs, les jeunes vont être oubliés. C'est quoi l'importance des espaces communs dans lesquels les jeunes peuvent avoir accès? Puis, par rapport aussi à ce que vous avez tous dit, je pense qu'il y a d'autres enjeux aussi. Là, je voulais juste vous en faire peut-être une petite description des autres enjeux qui pourraient être abordés pour inciter les jeunes à se présenter. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne s'associent pas nécessairement à une idéologie ou un parti en particulier. Puis la démarche pour devenir candidat indépendant, c'est vraiment plus compliqué. Pour l'avoir fait moi-même, c'est vraiment plus difficile. Donc, je pense que ça devrait être quelque chose de plus accessible aussi parce que c'est pas tout le monde qui a envie de se présenter avec un parti. Puis je pense aussi que les jeunes sont découragés par notre système politique, puis ils n'ont plus confiance nécessairement. Fait que je pense qu'il faut redonner confiance. Tout ça avec une éducation civile. Et là, c'est dommage parce que la personne qui était au provincial n'était pas là. Mais l'éducation civile auprès des jeunes, c'est super important. On ne sait pas c'est quoi les rôles, on ne sait pas c'est quoi leur importance, on ne connaît pas les paliers. Fait que je pense que l'éducation auprès des jeunes est super importante. Mais aussi, il ne faut pas oublier que tout le monde est découragé, je pense, par le système qu'on a. Les gens font de l'éco-anxiété. Fait qu'il faut redonner espoir aux jeunes, je crois. Merci beaucoup, Juliette Côté-Turcotte. Je ne sais pas s'il y avait une question ou c'était plus une intervention, mais je vois que Jonathan Lapierre veut réagir, alors je lui donne la parole. Oui, je pense que le point qui a été soulevé là, sur la candidature indépendante, ça s'applique, et c'est compliqué, ça s'applique, mais dans les villes où il y a des partis politiques. La plupart des villes au Québec et les petites municipalités n'ont pas nécessairement des partis politiques. Tout le monde est indépendant. Chez nous, sur 7 membres du conseil, on est tous indépendants les uns les autres. Il y a un maire il y a des candidats qui se présentent à la mairie avec une certaine idéologie et il y a des conseillers, conseillères qui se présentent eux aussi pour former le conseil avec leur propre indépendance idéologique. Donc ça, c'est important de le mentionner. Oui, Montréal, Québec, les grandes villes ont souvent des partis politiques, mais ce n'est pas nécessairement fréquent dans le reste du Québec, dans les plus petites municipalités. Pour ce qui est de redonner confiance au système politique, ça, c'est extrêmement important. Ça vient me chercher beaucoup. Vous avez raison. Beaucoup de jeunes disent qu'ils ont perdu confiance au système politique. Et il faut que les choses changent. Bien, la bonne nouvelle dans ça, si bonne nouvelle il y a, c'est que ça ne changera pas comme par magie. Ça va changer simplement si les jeunes s'impliquent. Si les jeunes vont investir les conseils municipaux, si les jeunes se présentent aux élections provinciales, aux élections fédérales et amènent leur idée, amènent leur vision, justement pour changer des aspects du système. Je pense qu'il ne faut pas tout jeter non plus à la poubelle, mais il y a certainement place à amélioration, place à changement, à modernisation. Et ça, c'est un des rôles que la jeunesse peut jouer, et c'est la place tout désignée dans les systèmes politiques. Pas mais dans les systèmes politiques, dans le système démocratique qui existe, en tout cas qu'on connaît tout le moins au Québec.
Merci beaucoup, M. Lapierre. Je trouve ça intéressant parce que la période de questions nous permet de démystifier certaines questions. Notamment, il y a quelqu'un qui demande, on peut être maire ou conseillère et garder notre travail, notre entreprise à temps plein. Ça, Émilie Robert, vous le démystifiez bien. Vous êtes entrepreneuse, vous êtes conseillère municipale. Les deux peuvent coexister sans problème. Exactement. Moi, mon entreprise a 6 ans dans ma municipalité. Oui, c'est possible de faire les deux. Puis, justement, comme mon rôle de conseillère municipale ici à East Broughton, c'est pas à temps plein. Donc, on posait la question là, tantôt. Moi, dans mon cas, c'est en moyenne 4 à 6 heures semaine, tout dépendamment des périodes et tout. C'est sûr que ma municipalité, c'est 2500 de population. Pour différentes villes, villages ou même plus grandes villes. Ça dépend des dossiers et tout. Mais oui, moi, dans mon cas, je suis aussi maman de 3 enfants. Puis, c'est ce qui est beau aussi. Moi, je travaille dans mon milieu, donc c'est tout près. Des fois, j'ai des réunions de jour ou de soir, donc tout est. Je suis à 5 minutes de l'hôtel de ville ou avec mon lieu de travail. Ma garderie est dans ma municipalité. Donc, moi, c'est certain que ces enjeux-là, ça me touche. Mais oui, on doit avoir un emploi à temps plein parce que je ne peux pas vivre juste de mon revenu de conseillère municipale. Mais la beauté, c'est que mon entreprise est dans ma municipalité, j'y habite, donc tout est prêt. En dedans de 5 minutes là, en voiture là, ou à pied, une demi-heure. Là, mais bref, ça se fait très, très bien. Merci beaucoup. Puis c'est ça, il y a eu la question effectivement, combien de temps il faut consacrer à ça? Bien, j'imagine que ça dépend notamment du rôle. Ça varie beaucoup là, entre conseillère, conseiller, maire, mairesse et de la taille de la municipalité. Donc, peut-être inviter les jeunes là, qui écoutent la table ronde en ce moment, s'informer auprès des élus de leur municipalité, peut-être d'évaluer aussi, j'imagine que ça dépend des personnalités. Il y a des gens qui sont plus investis, il y a des gens qui vont faire le travail, il y a des gens qui sont plus efficaces. Donc, ça varie beaucoup. Jonathan Lapierre, vous avez quelque chose à dire là-dessus? Après ça, je vais vous donner la parole, Mélanie. Oui, c'est seulement pour ajouter que ça appartient à chaque individu. Je pense que c'est là qu'il faut que l'individu en tant que tel place ses propres balises. À moins que ce soit un conseiller, conseillère, un maire, une mairesse à temps plein, ou est-ce que là, évidemment, il y a une semaine de travail, il y a de la besogne à accomplir qui est quand même assez définie, structurée. Mais lorsque ce n'est pas à temps plein, je pense que ça va avec l'intérêt, puis surtout le temps. L'important, ce n'est pas le nombre d'heures qu'on s'implique, c'est la qualité qu'on donne à chacune des heures de son implication. Donc, je pense qu'il y a de l'ouverture dans tous les conseils municipaux de tout le Québec. Il faut, comme individu, placer ses propres balises et puis surtout le communiquer en toute transparence à sa population lors de la campagne électorale. Vous savez, moi, je me présente comme candidat conseillère ou conseiller, même mairesse, mais j'ai une famille, j'ai un emploi à temps plein, j'ai une entreprise, donc je vais me partager entre les deux. Alors, à ce moment-là, ça devient chose connue et les gens ne s'attendront pas à ce que la personne soit là 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc, il faut mettre ses propres pare-feux, je dirais. Mélanie? Oui, dans le fond, je fais du pouce là-dessus parce qu'il y a Guillaume Lalonde qui posait aussi cette question-là comme futur candidat. Question de rassurer, bien, comme je vous disais, moi, je suis mairesse ici à Petite-Vallée. Et oui, comme Jonathan le disait, de mettre ses balises, de mettre aussi ses limites pour le travail-famille et de toujours penser que ça se fait de façon plus favorable dans ces années-ci, comme je disais en début de conférence. C'est que moi, je m'autorise à prendre des vacances. Bien entendu, on ne se le cachera pas, au niveau de la mairie, il n'y a pas spécifié si c'était comme maire ou comme conseiller, mais au niveau de la mairie, on est toujours rejoignable, c'est sûr et certain, mais on peut quand même se permettre de prendre un laps de temps de repos et c'est nécessaire justement avec la famille également. Deuxièmement, si ce n'est pas à temps plein, comme Jonathan le disait,
c'est justement de mettre à son horaire, à son agenda, autant des temps familiaux que des temps où on va travailler au niveau de la mairie et d'utiliser les outils, en fait, hein, qu'on a maintenant sous la main et qu'il n'y avait pas nécessairement dans le temps, tout ce qui est téléphone cellulaire, tout ce qui est répondre aux courriels, mettre le contact qu'on désire que le citoyen aille aussi, là, dans le fond, peut-être pas laisser votre numéro de cellulaire personnel à tous les citoyens de la ville ou du village, mais d'avoir un moyen de nous rejoindre par courriel. Donc, peut-être 2 fois par jour, juste aller vérifier les courriels pour répondre aux urgences et se trouver des trucs comme ça à même l'agenda qui va alléger le côté, le fardeau là, au niveau des familles. Ça se fait très bien. Au départ, oui, c'est vrai, on est passionné, on veut être là tout le temps, mais si on agit comme ça et qu'on ne le met pas dans l'agenda à temps fixe, on va s'essouffler. Donc, ça fait partie là, vraiment de l'organisation, de justement mettre les moments stratégiques où on fait la job pour la mairie ou comme conseiller versus notre emploi là, au quotidien et versus la famille. Moi, je le dis souvent parce qu'il y a des gens qui me disent, mais comment tu fais pour être impliqué autant puis en faire autant? Premièrement, je leur dis, c'est les gens impliqués qui sont partout. On le voit dans chaque municipalité. C'est les gens qui sont impliqués qui trouvent toujours du temps supplémentaire pour s'impliquer davantage. Et c'est l'organisation qui est extrêmement important aussi et de mettre à l'agenda ta famille, tes amis, des laps de temps où non, on n'est pas disponible parce qu'on prend soin de nous. Puis à ce moment-là, ben, ça fonctionne. Puis je souhaite bonne chance dans ces élections. Oui, effectivement, Guillaume Lalonde, qui a 23 ans, qui se présente aux prochaines élections municipales. Patrick, vous aviez la main levée. Est-ce que vous vouliez intervenir à nouveau sur cette question-là? C'est un peu la question de la conciliation travail-travail, comme vous l'avez bien nommé là, tantôt. Oui, tout à fait. Surtout plus pour le volet d'entrepreneur. Il y en a un qui avait posé la question si on pouvait être propriétaire d'une entreprise et pas de la politique. Oui, c'est faisable, mais il faut être réaliste que dépendamment du type d'entreprise que tu as, ben, ça peut que ça nuise à ton entreprise. Si tu es propriétaire d'une charrue qui est normalement avait des contrats avec la municipalité, mais en tant que conseiller, ça pourrait te nuire. Fait que, c'est juste de démystifier, dépendamment du type d'entreprise, peut-être que ce ne serait pas la meilleure idée de présenter en politique. Je sais que ce n'est pas ça le but de notre conversation en ce moment, de désister des gens de se présenter. Mais en tant qu'entrepreneur, des fois, ça peut être compliqué un peu. Oui, c'est important de savoir les paramètres. Donc, on invite les jeunes à s'informer si leur entreprise serait en conflit ou il y a des questions donc à évaluer. Il y a Madeleine Lawler qui demande comment on pourrait améliorer la représentation des jeunes issus des communautés minoritaires dans les conseils municipaux, particulièrement en région. J'imagine que c'est un défi qui n'est pas évident. Est-ce que vous avez des pistes de solutions? Est-ce que quelqu'un se sent interpellé, Mélanie? Je vais y aller parce que justement, j'ai un petit village et j'aimerais vraiment qu'il y ait de la diversité là, au sein de mon conseil. Mais en même temps, moi, ce que je dis à ces personnes-là, c'est que là, tu sais, au niveau de la politique, il faut aller de l'avant nous-mêmes au niveau de la politique municipale. Donc, je dis à ces gens-là, foncez, montrez les talents, les aptitudes, les différences, etc., que vous avez à offrir à une population. Allez voir les gens, parlez-en de votre intérêt à vouloir vous impliquer. Commencez à vous impliquer au niveau communautaire également. Donc, ça, c'est vraiment des portes d'entrée valables pour la suite. S'impliquer dans la communauté, faire du bénévolat, aller rencontrer un maximum de gens. Et à partir de ce moment-là, les gens ne feront pas la différence. Ils vont se sentir en confiance, peu importe qu'on soit femme, homme ou de diversité. Moi, je pense que on est dans ce débat-là, oui, mais en même temps, on est à la couche au-dessus où on n'est plus toutes là, on peut foncer. Puis espérer que les gens veulent que ces personnes-là nous représentent. Jonathan? Ben, j'abonde un peu dans le même sens des propos là, qui viennent d'être apportés. Je pense qu'il faut tu sais, si on recule il y a quelques années, la FQM, on a mis beaucoup d'énergie pour
pour tenter de valoriser l'implication des femmes en politique. Cette année, on met beaucoup d'énergie pour valoriser les jeunes en politique. Et évidemment, moi, globalement, qu'on soit homme, femme ou en provenance de la diversité, on veut valoriser l'implication citoyenne. Et c'est comme ça qu'on devrait l'aborder. Oui, ça peut poser plus de difficultés, dépendamment de où on est, de où on passe, si on est un homme, une femme, bon, ou de la diversité. Oui, ça peut poser des défis, on en est tous très conscients. Mais je pense que si on part de l'individu en tant que tel au départ, qui graduellement prend sa place dans un milieu, comme on le disait tout à l'heure, la conférencière disait qu'il faut d'abord aimer sa ville, aimer sa municipalité. Donc, peu importe, lorsqu'on est dans un milieu, qu'on vient s'ancrer dans un milieu, la suite des choses devient un peu plus facile. Et je pense qu'il ne faut pas se mettre des barrières à soi-même comme individu. Il faut travailler à les faire retirer ces barrières-là, puis à persévérer. Donc, moi, je pense que les milieux sont très ouverts. Les municipalités sont plus ouvertes que jamais à accueillir de la diversité, peu importe, hommes, femmes ou des nationalités différentes. L'important, c'est qu'il y ait un tronc commun, c'est l'amour de notre territoire, l'amour de notre ville et de vouloir mettre le bien collectif au cœur de nos actions. Et ça, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde dans ça. Luc? Ça rejoint un petit peu ce que Jonathan a dit, mais quand il a parlé de ne pas se mettre de limites, c'est ça que je crois qui est le meilleur atout pour permettre. La personne a dit genre de minorité visible, mais je vais utiliser le mot différent, là, puis je le mets au sens extrêmement large du terme. Ces gens-là, peu importe la différence qu'on peut avoir avec la masse, si on veut, on en a beaucoup d'élus et tout, puis souvent on va mettre l'accent un peu là-dessus, puis bon, ça m'achale un peu qu'on félicite quelqu'un à cause de ça, mais c'est pas grave, je pense qu'on peut le voir, que les électeurs, en tout cas dans ma tête à moi, je ne pense pas qu'il y ait qui s'attardent à ces choses-là. Fait que comme individu, vous croyez en vous, mettez-vous pas justement cette barrière-là, mettez-vous-la pas à vous, laissez justement aux autres la chance de vous faire confiance. Tantôt, Madame Côté-Turcotte parlait de non-binaire et tout ça. Ben, il faut être présent dans les conseils municipaux pour justement pour faire entendre sa voix. Fait que peu importe le groupe que vous pouvez représenter, qu'il soit grand ou petit, bien, si vous mettez votre nom sur la feuille, bien, il y a des chances que vous soyez assis là-bas. Puis je ne pense pas que cette différence-là soit négative pour vous. Et puis là, on va avancer vraiment. Merci beaucoup, Luc Dostala. Rapidement, Mélanie Clavet, pour terminer. Juste en terminant, je veux juste faire le parallèle à ce qu'on a dit tantôt aussi. Si on se ramène à il y a 35 ans, quand mon père s'est présenté, il venait du domaine forestier, du domaine des pêches, et tous les maires de son entourage étaient des avocats, des notaires, etc. Et il s'est fait juger pour ça, mais en même temps, la population année après année, ont voté pour lui de façon majoritaire, justement parce que c'était un citoyen comme les autres citoyens et que son franc-parler et sa façon d'être rejoignaient la population. Donc, à ce moment-là, pas de limite, puis on les invite à foncer. Effectivement, la différence peut être un atout. J'ai une pensée pour la mairesse de Très-Saint-Rédempteur, Julie Lemieux, qui est la première élue trans au Canada. Donc, ça fait quand même parler d'elle. C'est intéressant. Il y a eu des questions plus techniques là, dans le chat. Notamment, quelqu'un demandait comment déposer une candidature. Jonathan Lapierre, vous avez répondu, pour le dépôt d'une candidature à un poste dans une municipalité, il faut se présenter à la municipalité et au service du greffe de cette même municipalité. Le formulaire est relativement simple à remplir. Ce sont des informations de base. Il faut aussi recueillir un certain nombre de signatures en appui à une candidature. Donc, ça démystifie tout ça. Pour terminer, il y a Samuel Poulain qui a dû nous quitter rapidement. Là, il s'excuse, il avait une urgence à l'Assemblée nationale, on comprend ça. Alors, je remercie sinon tous les panélistes d'avoir participé à cette table ronde. Je vous invite à les suivre, que ce soit sur leur LinkedIn. En tout cas, c'est l'invitation que nous faisait Samuel Poulain. Il vous laisse
Il vous laisse plugger sur LinkedIn, alors n'hésitez pas à aller l'ajouter. Je vous remercie, puis vous pouvez évidemment là, suivre la campagne municipale là, sur le site des élections municipales du gouvernement du Québec. Alors, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Je vous souhaite une excellente campagne électorale et de beaux débats à venir, de belles candidatures jeunesse. Je vous le souhaite. Merci. Merci à tous. Au revoir.